Bonjour à vous et bienvenue du coup pour le troisième webinaire des 18-20 pédagogiques où aujourd'hui je suis heureux d'accueillir Sylvain Cariou qui va aborder l'accueil des enfants en situation de handicap en accueil collectif de mineurs. Donc Sylvain, merci à toi d'être parmi nous et du coup je te laisse la parole pour une bonne intervention auprès de nos publics. Merci. Merci Xavier. J'espère que tout le monde m'entend bien. On va régler ce problème technique d'abord. Pouvez-vous me confirmer que vous m'entendez bien d'abord? Oui, Parfait, super. Ok, merci, bon retour. Alors, je ne peux pas voir le chat parce que je vais passer les diapos en même temps, mais Xavier va gérer tout ça. D'abord, bonsoir et merci à tous d'être présents autour de ce sujet-là, sur un créneau qui n'est pas évident, 18-20 heures, notamment quand on est animateur. J'imagine que vous sortez presque tous du boulot. Merci de l'intérêt que vous portez à cette question, en tout cas. En partenariat effectivement avec le pôle ressources handicap des Ardennes Handicap, Xavier organise des visioconférences, effectivement des webinaires précisément. Ce soir, on abordera la question de l'accueil des enfants en situation de handicap avec mon objectif, c'est qu'on puisse en parler ce soir, alors avec une présentation de quelques éléments issus de mon expérience, et puis je souhaite aussi qu'on puisse échanger autour de cette thématique, recueillir un peu vos questions, tenter d'y répondre, et puis sans doute, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de projets d'inclusion dans le chat, bénéficier de vos contributions. La soirée se déroulera autour de deux parties. La première autour du petit PowerPoint que je vais vous présenter, puis la deuxième sera plutôt consacrée aux échanges. Moi, je suis Sylvain Cariou. Je tire ce webinaire de mon expérience puisque pendant 11 ans, j'ai été référent handicap pour les accueils de loisirs sur le département de la Vienne. Et j'ai donc contribué à accueillir plus précisément avec des équipes d'animation, je crois presque 300 enfants différents avec des besoins intenses parfois. Donc, c'est de cette expérience-là que je tire ces éléments de webinaire ce soir. Ce que je vous propose, le thème qu'on a choisi avec Xavier et le dispositif handicap, c'est ce soir d'aborder la question de l'accueil d'enfants en situation de handicap en espérant que demain, vous le fassiez effectivement et que l'inclusion ne soit pas juste un concept dont on échange le mardi soir, mais que demain, effectivement, vous soyez en mesure, j'espère, de pouvoir le faire. L'intervention sera tournée plutôt autour de l'accueil des enfants en situation de handicap en accueil collectif de mineurs, c'est-à-dire plutôt extrascolaire et périscolaire. Néanmoins, j'entends bien, puisqu'il y a des pros de la petite enfance là, en tout cas, cette intervention, elle s'adresse aussi au champ de la toute petite enfance. Je pense qu'il y a une procédure et des méthodes que je vous présenterai qui sont tout à fait transposables au champ de la petite enfance avec des singularités que vous connaissez bien, hein, c'est-à-dire la question de l'âge, la question du diagnostic, du dépistage. Et puis, à mon avis, la différence, c'est aussi la question de l'accompagnement aux familles et du soutien à la parentalité. Mais on pourra y revenir largement en deuxième partie. J'y vais, je démarre. Alors, moi, je n'ai pas accès ni au chat ni aux échanges. C'est plutôt Xavier. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à le dire. Xavier va filtrer et il saura me couper si c'est nécessaire. Exactement. Alors, est-ce que je peux changer de... Je regarde, est-ce que je ne peux pas changer ma diapo, Xavier? Est-ce que j'ai accès à ça, moi? Avec ton clavier? Non. Ah, si, ça y est, pardon. OK. Est-ce que vous voyez le petit sommaire que je vous propose? Impeccable. Ouais, OK. Bien. Je vous propose donc une intervention en 5 parties. La thématique générale de cette soirée, c'est de vous suggérer ou précisément de vous aider à identifier les freins à l'accueil d'enfants en situation de handicap que moi j'ai pu observer, et puis quelques leviers qu'on pourrait activer pour les lever. Dans un premier temps, j'aborderai les intérêts de l'accueil de l'enfant en situation de handicap. J'aime bien commencer par une note plutôt positive parce que souvent on a l'a priori que ça coûte, que c'est difficile, parfois c'est le cas, mais aussi, et très souvent, ça présente des intérêts multiples d'accueillir un enfant en situation de handicap. Donc si ça coûte d'une part, parfois ça rapporte aussi, à tout point de vue, pas forcément financièrement, mais on l'abordera. Et puis dans un deuxième temps, je voulais faire un petit rappel du cadre juridique rapide, hein, c'est pas une soirée droit, mais quand même, c'est pour rappeler que l'accueil inclusif ce n'est pas une facétie d'EduxP ou d'animateur, c'est un cadre légal qui le rappelle. Je vous proposerai d'identifier ou de tenter d'identifier les freins à l'accueil d'enfants en situation de handicap en troisième partie, et puis en écho à cette partie-là, quelques leviers que je vous proposerai, et puis je conclurai en vous soumettant une méthode pour se préparer à recevoir des enfants en situation de handicap sur vos structures, en espérant que le contenu vous convienne.
Donc, pour aborder ça, accueillir un enfant en situation de handicap, de mon point de vue, encore une fois, présente un intérêt pour tous. L'enfant lui-même en situation de handicap, bien sûr, mais au-delà de l'accueil de cet enfant en situation de handicap, ça présente un intérêt pour ses parents. Ça présente aussi, à mon avis, un intérêt pour les autres enfants de l'accueil de loisirs ou de la crèche d'ailleurs, et puis les autres parents qui peuvent fréquenter cet accueil collectif de mineurs. Ça présente, à mon avis, et j'ai vu qu'il y avait des étudiants en travail social et puis des EduxP en poste aussi sur le chat, à mon avis, mais ils nous le diront, ça présente aussi un intérêt pour les autres acteurs éducatifs de l'enfant. Je pense aux travailleurs sociaux ou aux pros du médico-social, mais aussi sans doute aux professionnels de l'éducation nationale. Je considère aussi que ça a un intérêt pour les animateurs de l'accueil de loisirs de pouvoir accueillir ces enfants en situation de handicap. Et puis enfin, ça présente un intérêt pour le gestionnaire de l'accueil collectif de mineurs d'accueillir ces enfants à besoins éducatifs particuliers. Ça présente un intérêt pour l'enfant en situation de handicap lui-même parce que ça lui permet de bénéficier de temps avec d'autres enfants, des enfants qui ne sont pas forcément en situation de handicap. C'est-à-dire que dans la vraie vie, on n'est pas tous polyhandicapés ou on n'est pas tous autistes. L'intérêt pour l'enfant lui-même, c'est aussi, me semble-t-il, de lui permettre de faire des expériences qu'on ne peut pas faire à l'école ou à la maison. Ce qui est vrai pour tous les autres enfants aussi dans le cadre d'un accueil de loisirs. L'intérêt pour l'enfant en situation de handicap, c'est aussi d'être accompagné par d'autres acteurs éducatifs que ses parents, sa maîtresse ou son éducateur spécialisé. C'est aussi un autre regard qu'on porte sur lui. Un autre intérêt pour l'enfant, c'est de profiter de moments avec les enfants qui vivent sur le même territoire, c'est-à-dire que les enfants scolarisés dans une structure médico-sociale, leurs copains, ce n'est pas forcément les copains qu'ils vont retrouver le dimanche au vide-grenier, à la fête de quartier, parce qu'ils n'habitent pas tous sur le même territoire. Donc, un intérêt pour l'enfant en situation de handicap, c'est de bénéficier de temps collectif, de jeux, avec d'autres enfants qu'on peut croiser dans la rue ou sur divers événements du territoire. Autre intérêt d'accueillir un enfant en situation de handicap, c'est naturellement pour ses parents. D'abord, c'est permettre à ses parents d'accéder aux dispositifs et aux services de droit commun, comme tous les autres parents. J'ai le droit d'accéder à la crèche, à l'accueil de loisirs, à la garderie périscolaire de mon territoire où je vis, comme les autres parents. Autre intérêt pour les parents, de mon point de vue, c'est aussi de bénéficier d'un mode de garde pour concilier sa vie professionnelle et sa vie conjugale, comme tous les autres parents. Un autre intérêt que j'ai pu percevoir, c'est aussi d'avoir du temps de répit et parfois tout simplement du temps de repos. C'est éreintant d'avoir un enfant en situation de handicap. Donc, le fait de pouvoir le laisser le mercredi après-midi ou en fin de journée après l'école ou l'IME, c'est aussi du temps pour soi. Un autre intérêt pour les parents, c'est leur permettre aussi de rencontrer les autres parents qui habitent sur le village ou sur le quartier. Je l'ai vu beaucoup dans le cadre de projets d'accueil d'enfants en situation de handicap en accueil de loisirs avec des parents qui fréquentaient très peu les familles de leur village ou de leur quartier parce que leur enfant n'est pas scolarisé sur le territoire, mais dans une structure médico-sociale qui est ailleurs. Donc, il n'y a pas beaucoup d'occasions de fréquenter les autres parents. Et puis enfin, un autre intérêt, me semble-t-il, pour les parents d'enfants en situation de handicap, c'est aussi de voir son enfant évoluer dans un cadre ordinaire, normal, entre guillemets. Un autre intérêt d'accueillir un enfant en situation de handicap, ça c'est ma conviction à moi, on n'est pas obligé de la partager, mais on aura tout le temps d'en discuter, c'est aussi pour les autres enfants qui fréquentent l'accueil de loisirs ou la crèche et les autres parents d'enfants ordinaires, par comparaison aux enfants extraordinaires. D'abord, c'est un intérêt pour être sensibilisé à la différence en jouant ensemble dès le plus jeune âge, ce qui, à mon avis, est un support pour rencontrer la différence assez pratique. C'est aussi pour les autres enfants éprouver des expériences de vie ensemble avec nos différences. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des enfants qui roulent en fauteuil, d'autres qui marchent, d'autres qui rampent. Ça permet de faire des expériences qu'on ne fait pas forcément à l'école d'ailleurs, sur un accueil de loisirs, côtoyer la différence. Ça contribue aussi, me semble-t-il, à développer la citoyenneté, qui est aussi une des valeurs qu'on peut retrouver sur un accueil de loisirs. Ça contribue, à mon avis, à changer les représentations qu'on peut avoir de ce public-là qui est parfois méconnu des enfants. Et puis, pour ce qui est des autres parents, peut-être, contribuer, en tout cas c'est l'espoir que je fonde, contribuer à un changement de regard sur le handicap, c'est-à-dire que je pense que la meilleure des pédagogies, c'est de voir son enfant jouer avec un autre enfant en situation de handicap et constater par l'expérience que ça marche en fait et que son enfant le vit bien. Ça contribue, me semble-t-il, à changer un regard sur le handicap pour ces parents qui n'ont pas forcément eu l'occasion de côtoyer des enfants en situation de handicap dans leur jeunesse.
Autre intérêt d'accueillir un enfant en situation de handicap, c'est pour les autres acteurs éducatifs de l'enfant. Alors, j'entends par là les professionnels du médico-social, les professionnels de l'éducation nationale, la maîtresse, les instituts. J'ai vu bien des fois l'opportunité ou l'intérêt de compléter le projet personnalisé de l'enfant en expérimentant des activités ou des temps collectifs hors de l'institution. Et puis, j'ai vu aussi des animateurs, des équipes d'animation qui s'autorisaient à proposer des activités, des animations et des méthodes pédagogiques un peu différentes de ce qu'on peut faire dans les structures médico-sociales ou à l'école. Et parfois même des éducs me disant, mais on n'aurait même pas pensé que ça puisse être possible. On ne se serait même pas autorisé à penser que ça puisse être possible. Donc, ça peut aussi accueillir un enfant en situation de handicap en milieu ordinaire de loisirs, contribuer, compléter dans un système de coéducation aux travaux qui sont faits par ailleurs sur une structure médico-sociale. Autre intérêt, c'est pour, j'allais dire, vous qui nous écoutez ce soir, les équipes d'animation. D'abord, accueillir un enfant avec des besoins éducatifs particuliers. Moi, je trouve que ça enrichit ces méthodes pédagogiques parce que vous êtes d'une certaine manière dans l'obligation, dans la contrainte d'adapter vos activités. Ça veut dire d'abord de les repenser, c'est-à-dire que j'ai proposé telle activité, quel sens ça a en fait, quelle finalité je vise, qu'est-ce que je souhaite proposer aux enfants, et il va donc falloir que je sois dans une approche un peu plus personnalisée parce que cet enfant-là a des besoins particuliers et pour qu'il participe à l'activité que j'ai pensée avec les autres, il va falloir que je l'aménage. Ça contribue aussi, à mon avis, à réinterroger et mettre du sens sur sa fonction d'animateur en accueil collectif de mineurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement des gardiens de garderies périscolaires, par exemple. Vous êtes aussi et surtout, à mon avis, des professionnels de mode de garde éducatif. Et quand on a un enfant avec des besoins éducatifs particuliers, une situation de handicap, ça réinterroge le sens de votre fonction. Est-ce que je suis là pour proposer des activités de loisirs uniquement, ou est-ce que je suis là aussi peut-être pour permettre à des enfants de pouvoir s'exprimer au-delà de leurs différences et de leurs besoins particuliers? Et puis enfin, pour vous, animateurs, je trouve que ça contribue à développer une approche plus personnalisée de l'animation en s'attachant aux besoins particuliers de chacun des enfants qui constituent ce collectif. Dernier intérêt à l'accueil d'enfants en situation de handicap, c'est pour le gestionnaire de l'accueil, que ce soit une collectivité ou une association, parce que ça permet de répondre aux besoins des familles de son territoire, ce qui est bien, à mon avis, le rôle notamment d'un accueil de loisirs ou d'un établissement d'accueil du jeune enfant. Ça peut contribuer à traduire les valeurs de sa structure. Je pense notamment aux centres socioculturels, aux MJC, qui sont gestionnaires d'accueil de loisirs, avec des valeurs de vivre ensemble sur un territoire. Ça permet parfois aussi de décliner concrètement une politique publique, c'est-à-dire que vous avez peut-être des caisses d'allocation familiale, les services de l'État, la jeunesse et sport, qui sont porteurs de velléités d'inclusion. C'est vous qui allez les traduire, ou pas d'ailleurs, concrètement sur votre territoire. Et puis enfin, pour le gestionnaire de l'accueil, il faut quand même le rappeler, c'est aussi se mettre en conformité avec la loi. Et à ce titre-là, je rappelle que l'accueil d'enfants en situation de handicap en accueil collectif de mineurs, ce n'est pas un choix, c'est la loi. D'abord, c'est un droit fondamental pour tout enfant, y compris donc les enfants en situation de handicap, au loisir qui s'inscrit dans le respect des engagements internationaux relatifs aux droits de l'homme pris par la France, notamment dans la Convention relative des droits de l'enfant. C'est rappelé également dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ce droit est également consacré chez nous en France à l'échelon national par le préambule de la Constitution. Le droit, notamment le Comité des droits de l'enfant et des Nations Unies, précise notamment et rappelle que le jeu est reconnu comme le meilleur moyen d'acquérir des aptitudes, y compris celle de vivre en société. Et un accueil de loisirs, une crèche, c'est une mini-société. C'est déjà une première expérimentation de la vie en société. Les enfants handicapés s'intègrent parfaitement donc dans la société lorsqu'on leur offre la possibilité et le temps de jouer en compagnie d'autres enfants, handicapés ou non d'ailleurs, ainsi que dans des lieux ad hoc. Refuser, il faut le dire clairement, refuser l'accès ou l'accueil d'un enfant aux activités de loisirs en raison de son handicap peut être constitutif d'une discrimination. C'est interdit et c'est un droit opposable. Ce que dit la loi également, c'est que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, sur notamment l'égalité et la non-discrimination, impose l'obligation légale positive d'apporter un aménagement raisonnable. Et je mets bien des guillemets parce que ce terme, il est quand même, il peut prêter à confusion ou laisser penser à chacun son interprétation. Néanmoins,
Il est obligatoire d'apporter un aménagement raisonnable qui consiste en une modification ou un ajustement nécessaire et approprié lorsque cela est requis dans une situation donnée pour que la personne handicapée puisse jouir de ses droits et les exercer. La notion de caractère raisonnable d'un aménagement renvoie à sa pertinence, son adéquation et à son efficacité pour la personne handicapée. En d'autres termes, d'un point de vue strictement légal et juridique, d'abord, on ne peut pas refuser l'accueil d'un enfant en situation de handicap du fait de son handicap, c'est discriminatoire. Et le gestionnaire a obligation d'apporter des aménagements raisonnables. Mais effectivement, ce qui est raisonnable pour un accueil de loisirs n'est pas raisonnable pour des parents d'enfants en situation de handicap. Donc, c'est là toute, je dirais, l'ambiguïté du caractère légal autour de l'accueil des enfants en situation de handicap. Pardon. Avant d'amorcer sur des freins à l'accueil d'enfants en situation de handicap, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à ce qu'on vient d'évoquer autour des intérêts d'accueil d'enfants en situation de handicap ou le rappel du cadre légal? Alors pour l'instant, sur le chat, il n'y a rien du tout. Alors, c'est que ça doit être clair, peut-être. Exactement. Je pense que les questions vont surtout venir après. Très bien, je les prendrai volontiers. Je voulais vous présenter quelques freins à l'accueil d'enfants en situation de handicap que j'ai pu observer, qui sont sans doute vrais sur mon territoire, mais à mon avis, vrais partout. Des freins qui reposent sur parfois des craintes pour les animateurs, parfois des questionnements, des insécurités, parfois des déficits et puis parfois un manque. Mais je vais le préciser. D'abord, l'accueil d'enfants en situation de handicap présente, à mon avis, un premier frein, qui est celui des craintes des animateurs ou de leur représentation des a priori qu'ils ont de ce public en situation de handicap, qui est lié à la méconnaissance de ce public, avec parfois des animateurs que j'ai pu entendre qui évoquent le fait que cet enfant en situation de handicap, il me fait peur. Je ne le comprends pas. Ça me dégoûte d'être avec lui, ou je ne sais pas du tout comment lui parler. J'ai du mal à rentrer en communication avec cet enfant. Qu'est-ce que je vais faire comme activité avec lui? Moi, je ne maîtrise pas du tout le champ du handicap. C'est la première fois que je rencontre ce public-là. Qu'est-ce que je viens lui proposer comme activité? Ou alors, moi, quand j'ai passé mon BAFA, ou je suis en cours de formation BAFA, on ne m'a absolument pas parlé du tout de la question du handicap, puisque sur les questions de formation BAFA, je dirais que chaque organisme de formation fait un petit peu à sa sauce sur les questions d'handicap, parfois très bien, parfois de manière un peu insuffisante. En tout cas, des animateurs, en fonction de l'organisme de formation et puis de la volonté d'inclure la question du handicap dans les formations, n'arrivent pas sur le marché du travail sur un pied d'égalité parce qu'ils n'ont pas tous abordé cette question-là. Donc, par méconnaissance de ce public, et je l'entends, moi, cette crainte-là, il y a des représentations qui sont fortes, qui peuvent être un premier frein à l'accueil d'enfants en situation de handicap. Un deuxième frein qui peut exister, ce sont des questionnements des animes liés à un manque de qualification ou de formation. Alors, mon avis sur la question, mais on pourra y revenir, c'est un manque de qualification ou de formation qui est exprimé ou présupposé. C'est-à-dire, souvent, des animateurs qui me disent « mais moi, je ne suis pas EduxP. Donc, je ne suis pas un spécialiste du handicap, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la formation pour recevoir ce public. Je n'ai pas la formation pour m'occuper de ces enfants qui sont spéciaux. Puisqu'ils sont spéciaux, il faut donc des compétences spéciales pour ces enfants, ce que je n'ai pas a priori. Ou alors, je ne suis pas habilité à m'occuper de ces enfants, en particulier, par exemple, assurer un transfert. Un transfert, pour expliquer ça, c'est en gros, pour faire schématiquement, porter un enfant qui est en fauteuil roulant, par exemple, de son fauteuil sur des toilettes ou sur un canapé. Et c'est l'animateur qui le porte, avec des questions qui peuvent arriver sur le fait que d'abord, je ne sais pas faire, je ne suis pas habilité, je n'ai pas le droit de procéder à ces gestes qui sont plutôt de l'animation de la vie quotidienne plutôt que des gestes médicaux. En tout cas, des questionnements autour du manque de qualification qui sont exprimés. Ça, c'est un deuxième frein qui peut exister. Le troisième frein qu'on peut observer, me semble-t-il, ce sont des insécurités pour les animateurs liées à la méconnaissance de l'enfant. Là, je ne parle pas d'une formation autour du handicap, mais plutôt d'une formation autour de l'enfant précisément qui vient à l'accueil de loisirs, le petit Marcel en particulier, avec des questionnements comme comment je dois réagir en cas de crise. Qu'est-ce qu'il comprend cet enfant? Est-ce qu'il faut que je lui parle normalement comme je le ferais à un petit garçon de 8 ans ordinaire? Est-ce qu'il n'existe pas un risque que je lui fasse mal si je le porte? Moi, je n'arrive pas à communiquer avec lui. Je lui parle de manière ordinaire, il ne me regarde pas dans les yeux, il ne me fait pas de retour, c'est très frustrant, je ne sais pas s'il a bien compris les consignes du jeu et de l'activité, par exemple. Je ne sais pas ce qu'il aime. Je veux lui proposer des activités.
Moi, je ne sais pas si son monde à lui, c'est jouer à Naruto, au football, à croque-carotte, ou faire de la manipulation ou de l'éveil sensoriel. Je ne sais pas ce qu'il aime. Des interrogations également, et puis c'est assez insécurisant sur l'animation de la vie quotidienne, c'est-à-dire est-ce qu'on le met à la sieste comme les autres? Est-ce qu'on l'allonge sur une petite barquette avec son doudou et une couverture comme les autres? Est-ce qu'il lui faut un repas spécial? Est-ce qu'il mange de manière autonome? Est-ce qu'il va falloir mixer, mouliner, velouter le repas? Et il va dans quelle école, ce petit garçon? Parce que moi, je ne l'ai jamais vu à l'accueil de loisirs. Manifestement, il n'est pas sur l'accueil l'école du quartier ou du village. Dans quelle école il peut bien être scolarisé? Donc ça, c'est assez insécurisant, et je l'entends bien pour des animateurs qui vont être dans l'improvisation de l'accueil de cet enfant parce qu'ils ne le connaissent pas. Au-delà même de son handicap, ils ne connaissent pas le profil et les besoins de cet enfant-là. Autre frein qui peut exister à l'accueil d'enfants en situation de handicap, c'est un déficit d'encadrement, avec des remarques parfaitement louables et entendables, c'est-à-dire, moi, je gère déjà seul un groupe de 8 enfants. Des petits, d'ailleurs. On pourrait être sur du 1 pour 12 ou 1 pour 18 en périscolaire. C'est-à-dire que moi, je gère déjà tout seul mes 8 enfants. Est-ce que je suis bien en mesure de recevoir par ailleurs cet enfant en plus? C'est un enfant qui a peut-être besoin de son AVS. Il a une AVS à l'école. Sur le centre de loisirs, on ne l'a pas. Il a forcément besoin d'un AVS. Moi, je ne suis pas qualifié pour le faire. Et en plus, je ne peux pas décemment et concrètement passer 20 minutes aux toilettes pour l'accompagner. J'entends bien qu'il a un besoin d'accompagnement personnalisé, mais je ne peux pas techniquement le faire. Ou alors, il faudra un animateur référent, un animateur dédié. Ça, c'est un vrai frein, au-delà de l'envie d'accueillir des enfants en situation de handicap, le déficit d'encadrement est aussi un frein à l'accueil concret de ce public. Et puis enfin, un dernier frein qui est un manque d'appui, le sentiment pour des animateurs d'être un peu isolés pour accueillir et préparer ce projet, notamment avec des remarques qui peuvent être ou qui ont été on a aménagé l'activité avec du bon sens et du cœur, ça suffit, mais je ne sais pas si ça lui plaît. On a aménagé l'activité de loisir, je n'ai pas de retour, je ne sais pas si mon aménagement, mon adaptation, elle est pertinente. Je ne sais pas comment l'aider à se repérer dans le temps. C'est un petit garçon, par exemple, qui est perdu dans le temps. Ça génère donc des angoisses. Il ne lit pas l'heure. Moi, je ne sais pas comment faire pour aménager mon accueil pour qu'il puisse être sécurisé. Ou alors un enfant qui ne participe à rien. Ou alors, où l'animateur a le sentiment qu'il ne participe à rien, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des enfants qui, effectivement, ne jouent pas aux jeux de société à table avec les autres enfants. Donc, on pourrait en conclure qu'il ne participe pas au jeu. En revanche, si on est attentif et si on connaît cet enfant, on remarque qu'il papillonne autour de la table auprès des autres enfants, qu'il observe beaucoup, qu'il sent, qu'il touche, et puis qu'il est quand même attentif à ce qui se passe. Donc, à ce titre-là, on pourrait considérer qu'il participe quand même à l'élan collectif. Autre frein qui a pu être évoqué, des animateurs qui se questionnent et s'interrogent, et je l'entends volontiers, sur le fait que je me demande bien ce qu'il fait là. Est-ce qu'il a réellement sa place en accueil de loisirs? Est-ce qu'il y a un intérêt pour cet enfant à venir sur cette structure de milieu ordinaire? Ou alors, moi, je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas capable d'aborder le comportement de cet enfant avec ses parents, par exemple. Parce que aborder la question du handicap avec les parents d'un enfant en situation de handicap, effectivement, c'est sensible, c'est délicat. Et parfois, je peux entendre que des animateurs soient un peu en délicatesse, voire même des directeurs même, pour aborder le sujet de la différence du handicap avec des familles, en tout cas l'aborder seul. Et puis des interrogations en lien avec le partenariat potentiel, c'est-à-dire mais comment ils font les éducs à l'IME avec cet enfant? Je ne les connais pas, moi, ces éducateurs. Je ne sais même pas de quel institut médico-éducatif il s'agit, on ne les a jamais rencontrés. Donc un manque d'appui, le sentiment d'être un peu isolé dans l'accueil de ces enfants. Alors, je fais une petite parenthèse, mais comme je ne vois personne et je n'entends personne, c'est un peu frustrant parce que je me parle à tout seul. J'espère que, bon, d'abord, tout le monde est là. Est-ce qu'il y a des remarques, Xavier, par rapport à ces éléments d'intervention? Pour l'instant, non, toujours aucune remarque, et tout le monde est toujours là. Bon. Tout le monde est vivant, hein, ça, on ne sait pas ça. On est vivant et ça nous parle, ce que vous dites. D'accord, tant mieux. Merci de ce retour. Donc, j'enchaîne. Bien. Accueillir un enfant en situation de handicap, on l'a dit, je l'ai dit, moi j'assume, ça présente un intérêt pédagogique pour tous. Bien. Néanmoins, je ne néglige pas les différents freins qui existent et qui sont une réalité. Mais après, quand on a identifié tous ces freins, qu'on les a reconnus, il existe quand même des leviers qui pourraient être activables de mon point de vue. D'abord, premier levier que je vous soumets,
Sensibiliser les équipes, que ce soit une équipe de périscolaire, une équipe d'accueil extrascolaire les mercredis ou les vacances scolaires, une équipe de MAM, une équipe de crèche, une équipe, alors pas forcément une équipe d'assistante maternelle, mais peut-être un réseau d'assistante maternelle autour d'un RAM, par exemple. Sensibiliser, proposer des sensibilisations des équipes, notamment pour poser la thématique de l'accueil du handicap en réunion, pour, à mon avis, premier objectif, lutter contre les représentations et partager ses expériences. C'est-à-dire que pour être en capacité de recevoir demain un enfant en situation de handicap, il faut d'abord que individuellement et personnellement, on ait un peu dépassé ces représentations. Et pour ça, je ne connais pas tellement 10 000 moyens que de pouvoir les dire. Encore faut-il qu'il y ait des espaces pour le dire. C'est-à-dire ce qu'on évoquait précédemment, moi, je ne me sens pas qualifié. C'est un public qui me fait peur. C'est des enfants dont je ne comprends pas le fonctionnement, qui me déstabilisent et qui me mettent mal à l'aise. Moi, je peux tout à fait entendre ça, si tant est qu'il y ait des espaces de parole qui le permettent. Donc, première porte d'entrée, c'est de permettre à des équipes de pouvoir s'exprimer sur ces représentations et la dimension affective que peut représenter l'accueil d'un enfant différent. Et puis, partager ses expériences, c'est-à-dire que dans une équipe ou dans différents accueils de loisirs qui pourraient mutualiser un peu leurs expériences. Parfois, certains ont accueilli un enfant en situation de handicap mental. D'autres ont accueilli un enfant qui relève de l'autisme, par exemple. C'est bien de pouvoir échanger ces expériences pour voir d'abord que les autres ont réussi, ont fait, mais aussi parfois partager ces expériences qui ne se sont pas bien passées et essayer de les dépasser. Sensibiliser les équipes pour notamment, en utilisant par exemple un temps de sensibilisation sur le handicap pour les équipes. Utiliser par exemple des malles pédagogiques avec des livres, des jeux, des vidéos, des jeux de société pour aborder le sujet du handicap et plus généralement le sujet des différences. Je trouve que pour des animateurs, il est plus simple d'utiliser le thème des différences au sens très large et les citoyennetés au sens très large, plutôt que par le prisme du handicap qui parfois est un peu compliqué parce qu'il y a un jargon que les animateurs ne maîtrisent pas forcément. Et c'est plus simple d'avoir cette porte d'entrée différence pour glisser vers le handicap ensuite. Qui serait vrai avec des enfants aussi d'ailleurs. Pourquoi ne pas proposer aux équipes d'animation d'aller visiter un établissement médico-social? J'ai eu souvent des équipes qui étaient un peu dans la représentation ou le fantasme des structures médico-sociales, les IME, les IEM, les ULIS, différentes structures qui accueillent du public en situation de handicap, en se demandant bien ce que faisaient les éducs toute la journée là-bas, comment ils fonctionnaient. Et finalement, en organisant des temps de rencontre en immersion, par exemple, ça permet d'aller vérifier qu'un IME, par exemple, c'est ni plus ni moins qu'une école, en fait, où on y passe du temps à jouer, il y a des récrés, il y a des cours, il y a de l'accompagnement éducatif et social, naturellement, par des professionnels du handicap, mais qui parfois aussi ont des doutes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien que des animateurs puissent aller rencontrer des homologues qui sont plutôt du sérail du médico-social, éduc, moniteur éducateur, éducateur jeunes enfants, AES, pour aussi partager parfois leurs observations et leurs doutes. Et puis enfin, on pourrait imaginer, au travers du fait de sensibiliser les équipes, échanger avec d'autres équipes d'animation qui ont déjà accueilli. Nous avons accueilli à Rethel, par exemple, un enfant polyhandicapé qui était nourri par gastrostomie. Et on va vous raconter comment on a fait, parce qu'a priori, ça fait un peu peur. Je crois que c'est toujours enrichissant et ça peut ouvrir des perspectives d'accueil qui sont quand même un peu riches. Donc, premier levier, ce n'est pas le seul, mais à mon avis, c'est le premier à mettre en œuvre, sensibiliser les équipes d'animation autour de la question du handicap. Deuxième levier, former les équipes. Moi, je distingue clairement la sensibilisation de la formation. Pour moi, la sensibilisation, l'objectif, il est de lutter contre les représentations. La formation, pour moi, c'est de développer des compétences professionnelles. Former les équipes, ça peut être, par exemple, présenter les grandes familles de handicap, la cécité, la surdité, la surdicécité, les autismes, la déficience mentale, le handicap moteur, entre autres. Présenter ces grandes familles de handicap pour d'abord les comprendre au travers de leurs besoins, c'est-à-dire que un enfant en situation de handicap, c'est d'abord un enfant qui a les mêmes besoins que les autres, mais il a peut-être des besoins particuliers sur lesquels il va falloir se pencher. C'est bien si les animateurs ont pu être formés à la connaissance des grandes familles de handicap. Parce que je rappelle qu'on ne choisit pas, vous ne choisissez pas sur vos territoires quelles sont les familles qui y habitent. Et ces familles-là ne choisissent pas d'avoir un enfant en situation de handicap. Donc vous pourriez tout à fait, dès demain, mercredi, avoir une famille qui vient inscrire son enfant en situation de handicap sur vos accueils de loisirs et vous ne choisirez pas s'il est trisomique 21, s'il est malvoyant ou s'il est syndrome d'Asperger.
Vous pourriez proposer, dans le cadre de la formation des équipes, alors vous faire appel à des prestataires ou des pôles ressources handicap, par exemple, qui existent sur vos territoires, de travailler sur des études de cas. Par expérience, je trouve que pour des animateurs, il est plus facile d'aborder la question notamment des aménagements, des activités pour des enfants en situation de handicap quand on bosse sur des scénarios concrets et pas tellement je dirais des grands cours magistraux sur qu'est-ce qu'est la déficience mentale. Je trouve que c'est plus parlant. L'autre intérêt que j'y vois aussi, c'est que quand on fait bosser des animateurs sur des études de situation concrètes, ce que je veux dire par là, c'est par exemple, vous accueillez Marion, 8 ans, qui est sourde, qui lit sur les lèvres et pratique la LSF, et vous organisez une chasse au trésor avec les autres enfants. Leur demander d'aménager la chasse au trésor pour Marion avec ce profil-là, c'est concret. Et généralement, ils vont y arriver en fait, parce qu'ils ont beaucoup de bon sens et des compétences professionnelles qui existent déjà. Ça leur parle et ça leur démontre qu'ils sont en capacité de le faire. Vous pourriez proposer dans ces contenus de formation de réfléchir à l'aménagement des activités. Leur permettre aussi de connaître les partenaires du médico-social. Qu'est-ce que c'est que ce charabia d'MDPH, d'IME, d'AEH, de TSA, de méthode ABA, Teach, Denver, ça c'est du charabia de médico-social et c'est un EduxP qui vous le dit, donc je suis à l'aise avec ça. C'est bien de connaître un peu les partenaires du champ du médico-social parce que ça permet demain de pouvoir les associer à la démarche de projet d'accueil d'enfants en situation de handicap. Ça pourrait être aussi dans des contenus de formation de penser une approche plus personnalisée de l'animation. Ça pourrait être aussi inclure l'accueil des enfants à besoins particuliers de manière transversale dans les formations qualifiantes ou certifiantes. Je pense au-delà du BAFA, aux formations BPGEPS, DGEPS, notamment pour des directeurs d'accueil de loisirs. Ça pourrait être aussi solliciter un partenaire pour qu'il vienne sur site animer une formation. Et il existe des partenaires, que ce soit dans les Ardennes d'ailleurs ou partout en France, qui proposent ce type de formation pour les équipes sur site, avec des formations déjà calibrées et d'autres qui sont tout à fait envisageables sur mesure. Donc, deuxième levier qu'on peut activer pour contribuer à l'accueil d'enfants en situation de handicap, c'est de développer la formation des équipes. Troisième levier, je rappelle que le premier, c'est travailler autour de la sensibilisation des équipes. Le deuxième, c'est de former les équipes autour de la question d'accueil d'enfants à besoins éducatifs particuliers. C'est nécessaire, mais de mon point de vue, ce n'est pas suffisant. C'est deux premiers leviers. Et il y en a un qui, à mon avis, ça c'est ma conviction, est absolument incontournable. C'est préparer l'accueil de manière personnalisée. C'est-à-dire que les animateurs peuvent partir en formation sur l'accueil d'enfants en situation de handicap très poussée. Demain, ils auront une famille qui demande si le petit Marcel, précisément, lui et pas un autre, qui est trisomique 21, par exemple, peut venir à l'accueil de loisirs. Et vous serez donc amené à devoir anticiper et préparer cet accueil. Et ce qui est vrai pour un trisomique 21 n'est pas vrai pour un autre. Donc, il faudra adapter l'accueil pour Marcel lui-même. Pour ce faire, je vous suggère l'idée d'inviter les parents et les autres acteurs éducatifs de Marcel pour qu'ils racontent leur enfant. Et quand je dis ils racontent, ce n'est pas raconter toute l'histoire familiale qui ne vous regarde pas forcément. Par contre, connaître précisément ses besoins, ses habitudes, ses capacités, ses ressources, ses centres d'intérêt, ses peurs éventuellement, ça c'est essentiel pour vous. Notamment pour identifier et transposer sur l'accueil de loisirs des aménagements qui existent ailleurs peut-être. Cet enfant est scolarisé en institut d'éducation moteur. Il y a des aménagements qui ont été mis en place sur cet établissement. Est-ce qu'on ne peut pas, à l'accueil de loisirs, s'inspirer ou transposer des aménagements qui existent déjà? Même logique à la maison. Les parents utilisent, je dis n'importe quoi, un emploi du temps avec des pictogrammes pour l'aider à gérer les différentes tâches de la journée, de la vie quotidienne, parce que c'est un enfant qui est angoissé dès lors qu'il y a du flou ou qui se repère mal dans le temps. Est-ce qu'on ne peut pas, nous aussi, sur l'accueil de loisirs, s'inspirer de l'emploi du temps des parents qui le mettent à la maison pour le mettre en place sur l'accueil de loisirs? Une rencontre avec les parents et les autres acteurs éducatifs pour évaluer objectivement avec les parents la faisabilité de cet accueil. Et quand je dis évaluer objectivement, ça renvoie au cadre juridique qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les aménagements raisonnables. Est-ce qu'on est en mesure sur l'accueil de loisirs de mettre en place des aménagements raisonnables pour que cet enfant vienne dans de bonnes conditions? Un aménagement qui ne serait pas raisonnable de mon point de vue et que je peux entendre, c'est de se dire, par exemple, mon bâtiment n'est pas accessible à l'accueil d'enfants en situation de handicap moteur. C'est un vieux bâtiment, les normes PMR, on n'y est pas du tout, loi de 2005, on n'y est pas du tout. Un aménagement consisterait à dire on rase le bâtiment, on en construit un nouveau, et puis comme ça, on sera accessible au handicap moteur. Sauf que le temps de réaliser cet aménagement, le petit Marcel, il n'est pas prêt de venir. Donc ça, ce n'est pas un aménagement raisonnable.
Par contre, il y en a d'autres qu'on verra ensuite qui sont, à mon avis, envisageables. Mais la rencontre avec les parents et les autres acteurs éducatifs, ça aurait au moins l'intérêt d'évaluer objectivement la faisabilité de cet accueil, c'est-à-dire au regard du profil précis de cet enfant, et pas seulement son handicap. Je pense qu'un directeur d'accueil de loisirs ou une directeur de crèche serait en mesure d'évaluer objectivement la faisabilité de cet accueil. Est-ce qu'on peut recevoir objectivement cet enfant dans de bonnes conditions? Ça permettra également de définir précisément les modalités de cet accueil. Est-ce que cet enfant, il va venir tous les jours de 7h à 18h, du lundi au mercredi pendant les vacances? Compte tenu de la fatigabilité que les parents et l'éduc, par exemple, a évoqué, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à un rythme qui serait plus adapté et répondant à ses besoins? On commence l'expérience avec plutôt des matinées et on augmentera le temps au regard de la qualité de l'accueil en observant cet enfant. Ou alors, il vient le matin, il rentre manger chez papa, maman le midi et revient l'après-midi. Tout est envisageable sur un accueil de loisirs. Une réflexion autour du groupe d'âge, effectivement, c'est-à-dire qu'on a un grand dadais de 14 ans. 14 ans, normalement, on accueille sur un secteur jeune, local ado, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous, mais par contre, c'est un enfant qui a une et pour qui sa maturité n'est pas du tout celle d'un enfant de 14 ans. Est-ce que finalement l'accueil le plus pertinent pour lui, ce ne serait pas de l'accueil sur l'accueil de loisirs élémentaire, avec, je dis n'importe quoi, sur le groupe des 10-12 ans, parce que ses centres d'intérêt, les jeux qu'il apprécie, sont plutôt en lien avec un accueil de loisirs élémentaire, et puis au-delà de ça, sa maturité, les discussions qu'il va avoir avec ses copains, ce n'est pas des discussions de 14 ans, c'est des discussions de 8-12 ans, 8-10 ans. Lui, son centre d'intérêt, ce n'est pas d'aller draguer les filles et de jouer à Fortnite ou de faire des bicyclettes comme Cristiano Ronaldo, comme les mômes de 14 ans. C'est plutôt Naruto, croque-carotte et pyjamasque. Et ça, sur un secteur jeune, il ne le trouvera pas. Donc, c'est de réfléchir autour du groupe d'âge et donc de l'accueil le plus adapté pour lui. C'est vrai aussi pour des tout petits qui deviennent grands. Je pense à des enfants qui ont dépassé l'âge des 6 ans, pour lesquels la crèche, pédagogiquement, semble encore tout à fait adaptée. Des réflexions aussi autour des modalités de l'accueil en lien avec l'animation de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'au-delà des activités de loisirs, le repas, la sieste, éventuellement des nuitées pour un séjour de vacances, comment tout ça va se dérouler? C'est un enfant qui ne mange pas seul. Est-ce qu'il va falloir qu'on mixe le repas? Est-ce qu'on a un mixeur à l'accueil de loisirs? Est-ce que c'est la centrale qui nous fournit, qui va mixer le repas? Est-ce que c'est les parents qui fournissent le repas? On sait que c'est un enfant qui a besoin de beaucoup dormir. Or, nous, les enfants, au bout d'une heure et demie, 2 heures, on les lève de la sieste parce qu'il y a quand même une activité à faire l'après-midi. Est-ce qu'on peut s'autoriser à laisser dormir cet enfant? Autre élément de réflexion pour préparer l'accueil avec les parents, encore une fois, c'est la question des transports parfois. Par exemple, cet enfant est en situation de handicap moteur, il se déplace en fauteuil roulant électrique, c'est une grosse machine. Est-ce qu'on est en mesure, avec notre minibus, de pouvoir le véhiculer pour aller au bowling? Ou alors, est-ce qu'on doit mobiliser un transport PMR, auquel cas, qui le paye? Est-ce que c'est le gestionnaire de l'accueil de loisirs? Est-ce que c'est les parents qui payent cet aménagement? Est-ce qu'on mobilise la MDPH sur ces questions-là? Il y a en tout cas des problématiques très pratico-pratiques du quotidien à penser. Donc, troisième levier, à mon avis, qu'on peut activer pour lever les freins, c'est la préparation personnalisée de l'accueil en invitant les parents et les autres acteurs éducatifs. Quatrième levier que vous pourriez activer, c'est l'idée de modifier l'accompagnement. C'est la question du taux d'encadrement. Et au-delà du taux d'encadrement, c'est la qualité aussi de l'encadrement. C'est-à-dire que poser la question de la nécessité d'un renfort d'encadrement. Je rappelle que ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap que ça présuppose d'avoir un animateur supplémentaire ou d'avoir un animateur dédié. Vous pourrez accueillir des enfants en situation de handicap qui ont des besoins éducatifs particuliers, qui mobilisent nettement moins d'énergie que d'autres enfants qui ne relèvent pas d'une situation de handicap. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap que ça présuppose d'avoir un taux d'encadrement ou une qualification d'encadrement différente. Et je fais une petite digression juridique. Il n'y a pas de contrainte légale pour l'accueil d'enfants en situation de handicap sur des crèches ou sur des accueils de loisirs. Il n'y a pas obligation, par exemple, d'avoir un animateur attitré. Il n'y a pas obligation d'avoir un renfort d'encadrement. Il n'y a pas obligation non plus d'avoir une qualification particulière autour de vos formations. Je ne dis pas que ce ne serait pas utile. Je dis simplement que dans le cadre d'un contrôle, par exemple, de jeunesse et sport, le cadre juridique ne vous impose pas d'obligation particulière autour de l'équipe d'animation. Donc, évaluer la nécessité d'un renfort d'encadrement et puis, si toutefois c'est nécessaire, penser cet accompagnement.
Est-ce que c'est un animateur dédié au petit Marcel? C'est toi, Benoît, l'animateur qui a un peu de bouteille et d'expérience, qui va être l'animateur de Marcel pendant 2 semaines. Bon. Ça pourrait être aussi, on détermine qu'on met en place un animateur volant. Le matin, c'est toi, Sandrine, qui a une attention particulière sur le petit Marcel. Et l'après-midi, c'est toi, Benoît, qui a une attention particulière sur lui. On fait un animateur volant avec un planning. Ça pourrait être aussi une alternance d'animateurs personnalisés. Le lundi, c'est toi, Benoît, qui a une attention particulière sur Marcel, et puis le mardi, ça sera quelqu'un d'autre. Ce qui, à mon avis, a un intérêt, parce que pour Marcel, peut-être qu'il en aura le bol d'avoir un animateur attitré toute la semaine, et ce, d'autant plus qu'aucun enfant à l'accueil de loisirs n'a un animateur pour lui. Et puis, pour l'animateur lui-même, c'est bien d'aller faire autre chose que d'être dans de l'accompagnement individualisé, qui parfois enferme un peu dans une relation exclusive, fusionnelle, qui pédagogiquement n'est pas toujours pertinent pour l'enfant. Ça pourrait être aussi, imaginons-le, un éducateur mis à disposition et qui intervient sur l'accueil de loisirs. Quand je dis éducateur, c'est sous-entendu éducateur spécialisé. Précisons que, puisqu'il y en a dans la salle, là, un éducateur spécialisé, ce n'est pas forcément un bon animateur. Mais on y reviendra peut-être après. Ça peut être aussi, par exemple, une AVS, une ASEH de l'école qui est détachée sur l'accueil de loisirs. J'en ai pas vu beaucoup, je vous le concède. Pourquoi pas? Autre alternative pour modifier l'accompagnement, ça pourrait être mobiliser des financements liés à l'embauche d'un animateur supplémentaire. Dans notre équipe, nous sommes 4. L'accueil de loisirs va embaucher un animateur supplémentaire. Au lieu d'être 4, nous sommes 5. C'est toute l'équipe d'animation qui est concernée par l'accueil de Marcel, mais on va choisir soit de se détacher pour lui, soit un animateur volant, mais c'est bien l'ensemble de l'équipe qui est concernée par l'accueil de Marcel. Et dès lors que l'accueil de Marcel présuppose avoir une attention particulière, au lieu d'être 1, on est 2. Au lieu d'être 1 pour 8 enfants, nous sommes 2 pour 8. Je peux donc me détacher avec le petit Marcel pour l'accompagner aux toilettes. Pour aller dehors, parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de mouvement, ça commence à être un peu angoissant pour lui, je vais aller cueillir des pâquerettes avec Marcel pendant 10 minutes, ça n'empêche pas le collègue de gérer son groupe par ailleurs. Donc plutôt l'idée de gonfler le taux d'encadrement avec l'embauche d'un animateur supplémentaire, qui est donc salarié de l'accueil de loisirs. Et vous me direz, et vous allez me le dire, mais qui le paye cet animateur? Première proposition, sur fonds propres. C'est un choix de l'accueil de loisirs. Ils assument d'avoir des velléités d'inclusion, donc c'est un choix politique et donc un choix financier. Je budgète le fait d'avoir un animateur supplémentaire. Autre choix possible, un financement ou un remboursement de votre CAF. Je ne sais pas comment ça se passe dans la CAF des Ardennes, mais on a des caisses d'allocation familiale en France qui contribuent par le biais soit d'un remboursement sur appel à projet au coût lié à l'embauche d'un animateur supplémentaire. Je cite par exemple une CAF que je connais bien sur le département de la Vienne qui, elle, a mis en place un système que je trouve intéressant, non pas que c'est parce que j'y habite, mais parce que je trouve qu'il fonctionne pas mal. C'est l'idée de proposer à l'accueil de loisirs qui a besoin d'un renfort d'encadrement, après évaluation de la nécessité de ce renfort, de l'autoriser à embaucher un animateur supplémentaire, donc le gestionnaire embauche et salarie un animateur supplémentaire, dont le coût sera remboursé à hauteur de 70% par la caisse d'allocation familiale. Donc ça permet d'abord d'avoir une équipe dont le taux d'encadrement est un peu gonflé, dans le cadre de l'accueil d'un enfant en situation de handicap, et que le surcoût lié à l'embauche de cet animateur supplémentaire soit minime, c'est-à-dire de l'ordre de 30%. Donc ça, c'est une formule qui existe dans des CAF. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres CAF, mais je sais par expérience que les CAF sont en tout cas sensibles à cette question de l'inclusion d'accueil d'enfants en situation de handicap, et donc il y a peut-être l'idée d'un financement d'animateurs supplémentaires. Certaines CAF utilisent le bonus inclusion. C'est vrai beaucoup sur les crèches, ça existe parfois sur les accueils de loisirs, c'est-à-dire que la prestation de service qui est versée à l'accueil de loisirs en particulier, elle est bonifiée dès lors qu'un l'accueil inclut un enfant en situation de handicap et le déclare naturellement. Alors, c'est une formule, on pourra en discuter après, mais c'est une formule qui a ses limites, mais qui a le mérite d'exister quand même. Ça pourrait être aussi un partenariat avec un pôle ressources handicap. Il existe des pôles ressources handicap. Alors là, plutôt les Ardennes ce soir, il y a le dispositif handicap qui peut, et d'autres bien sûr en France, dont certains mettent à disposition des ressources du pôle handicap sur l'accueil de loisirs, notamment sur des périodes d'observation, périodes de tuilage ou le démarrage de l'accueil. Donc des professionnels qui peuvent venir physiquement sur votre accueil de loisirs. Une autre formule pour financer l'embauche d'un animateur supplémentaire, c'est la facturation à la famille. Bon, moi je l'ai vu, c'est pour ça que je l'ai noté. Évidemment que je ne suis pas hyper chaud pour cette formule parce qu'effectivement,
Bon, d'abord, c'est discriminatoire, hein, c'est-à-dire que ça présuppose que pour qu'on puisse accueillir votre enfant, c'est plus cher pour vous. Donc, bon, déontologiquement, c'est pas hyper satisfaisant quand même, quoi. En imaginant, alors je sais aussi que certaines familles ont réussi à le faire financer par des MDPH, par le biais de l'AEH, bon, ou la PCH. Mais c'est, comme vous le savez, c'est aussi un parcours du combattant, et puis administrativement, ça prend un temps de dingue. Je crois que les parents ont quand même autre chose à faire dans la vie de leur enfant que de monter un dossier de financement pour un animateur au centre de loisirs. Bon, et ma foi, ça existe. Et puis, je l'ai vu aussi, révolution. Mettre à contribution l'établissement médico-social dans lequel est scolarisé l'enfant. J'ai eu dans mon département des IME qui contribuaient concrètement au financement d'un animateur supplémentaire, qui concrètement faisait un chèque au gestionnaire de l'accueil de loisirs pour qu'il l'utilise pour contribuer au financement d'un animateur supplémentaire, puisqu'ils accueillaient sur des temps de mercredi où l'IME est fermé, l'enfant qui, la plupart du temps, est scolarisé sur l'IME ou sur du temps de périscolaire. Donc, quatrième levier qu'on peut activer, c'est penser à modifier l'accompagnement. Cinquième levier que je vous suggère, et c'est le dernier, il y en a sans doute d'autres, mais vous me le direz ensuite, c'est de ne pas rester isolé sur la question de l'accueil d'enfants en situation de handicap et notamment de s'appuyer sur des partenaires ressources. Sur vos territoires, rien ne vous empêche, et je vous invite à vous autoriser à solliciter l'école. Cet enfant est scolarisé, soit en milieu ordinaire, soit en milieu spécialisé, avec ou sans aménagement dans le cadre de la scolarité. Il est toujours bon de s'inspirer, de savoir ce qui se passe à l'école. Pas tellement pour se renseigner des appétences scolaires de l'enfant, ce n'est pas le sujet, mais plutôt comment il vit la récréation, comment il vit le fait de rester à table, écouter, la communication avec la maîtresse et les copains, quels sont les aménagements peut-être que l'institut ou l'éducateur a mis en place, dont on pourrait s'inspirer. On pourrait imaginer tout à fait le fait d'organiser une période d'adaptation en présence d'un éduc. Il y a beaucoup d'éduc-spé qui sont autorisés désormais, alors ce n'était pas vrai il y a 10 ans, mais moi je le vois de plus en plus, à sortir de l'établissement médico-social, sortir de l'IME, ou dans le cadre du CESAD par exemple, à venir physiquement les 3 premiers mercredis d'accueil pour favoriser une période d'adaptation et donner quelques billes, quelques ressources aux animateurs qui seront en charge de son accueil futur. Ça peut être, et ça devrait être à mon avis, le fait de solliciter les parents avant l'accueil, pendant l'accueil et après l'accueil. Enfin, vous aurez tout intérêt, c'est vrai dans les Ardennes, vous avez la chance d'avoir ça, à mobiliser le pôle ressources handicap de votre territoire. Alors, ils ont des noms tous un peu bizarres, pôle ressources handicap, pôle ressources inclusion et handicap, mais ils existent et ils sont là pour vos structures d'accueil, pour venir vous soutenir, notamment sur des temps de réunion et ou d'observation. Certains pôles ressources peuvent venir physiquement pour observer l'enfant et ou vous, sur vos habitudes de travail, pour vous aider et ne pas rester seul sur l'accueil de cet enfant à besoin éducatif particulier. Voilà certains leviers que je vous suggère. Je vais vous proposer un petit slide, une petite page qui retranscrit de manière un peu générale les différentes étapes et méthodes pour se préparer à l'accueil d'un enfant en situation de handicap. Mais avant ça, je voulais savoir s'il y avait éventuellement, Xavier, chef, des questions ou des remarques par rapport à tout ce qui a été évoqué ou des compléments d'information peut-être. Alors oui, il y a eu quelques questions. Alors il y a Sophie qui demande « Avez-vous des formations sur le handicap à conseiller justement ?» Alors, c'est quoi la question? Sur des contenus de formation ou des organismes de formation qui proposent des formations là-dessus? Alors, si Sophie veut prendre la parole ou oui, écrire, au contraire, pour expliquer la question, c'est avec plaisir. Bonsoir, oui, c'était juste pour savoir plutôt des organismes en fait. Merci. Alors, moi je vais être dans un conflit d'intérêts parce que, alors moi je propose ça, mais il y en a plein d'autres qui sont tout à fait en capacité de le faire. Je sais que Famille Rurale Grand Est a inscrit dans son catalogue des formations handicap et inclusion, Famille Rurale, et donc organisme de formation avec le label Calliope propose ça. Je crois savoir que l'URNAX, alors l'URNAX, c'est l'organisme de formation des centres socioculturels, notamment dans la région de Nouvelle-Aquitaine, dans laquelle je suis, moi, propose aussi des contenus sur handicap et inclusion, plutôt pour des animateurs. Mais globalement, alors c'est des formations qui sont très... Alors, une souris verte aussi, qui est une structure dans le Rhône, près de Lyon, propose aussi des formations de qualité sur ce sujet-là. Les PEP, structures médico-sociales, proposent des formations sur le handicap et inclusion, en particulier sur l'accueil collectif de mineurs. Donc, ils sont assez nombreux. Hein. Je pense que si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver plusieurs organismes de formation là-dessus. Après, vous conseillez, je vous dirais qu'ils sont tous bien.
N'hésitez pas. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Sophie. Si, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Oui, alors il y a Virginie qui demande comment gérer les parents en fait, qui sont dans le déni, jusqu'où on peut aller avec eux et surtout sur quelle légitimité. Ouais. Alors, bon, d'abord le déni, oui, vous aurez des parents qui sont dans le déni du handicap de leur enfant parce qu'on est en train de leur demander d'accepter l'inacceptable. Donc, on n'a pas tellement. C'est aussi un moyen de défense, hein, parce que c'est très violent d'avoir un enfant en situation de handicap ou de reconnaître précisément que son enfant relève d'une situation de handicap. Donc, par effet, un peu de protection, c'est des parents qui ne vont pas être dans la reconnaissance du handicap de leur enfant, qui vont pouvoir dire non, oui, effectivement, mon enfant, il est un peu lent, il est un peu mou, ou au contraire, il a de l'énergie à revendre, hein. Chez nous, dans la Vienne, on dit il est brasse-bouillon. Bon, voilà. Non, il est hyperactif, il présente des TDAH ou des troubles du comportement. Mais ça, c'est votre observation à vous. Et sur un accueil de loisirs ou une crèche, vous n'êtes ni en capacité ni légitime pour poser un diagnostic sur qui relève d'une situation de handicap ou pas. Ça, c'est clair. Deuxième élément, de toute façon, vous devrez composer avec les parents comme ils sont et à l'étape où ils sont. C'est-à-dire que l'acceptation, ou en tout cas composer avec le handicap de son enfant pour des parents, c'est un cheminement. Et ça prend plus ou moins de temps. Il y a des parents qui vont être très à l'aise tout de suite, d'autres pour lesquels ça va prendre 10 ou 15 ans. Et donc, ça va être un cheminement. Et il y a des étapes pour lesquelles ils ne sont pas en capacité de pouvoir recevoir ce terme d'handicap parce que c'est trop violent. Bon, quand on a dit ça, après, là où vous êtes légitime, me semble-t-il, sur un accueil de loisirs et une crèche, c'est que vous êtes quand même des éducateurs au sens large. Vous accueillez les enfants longtemps sur des volumes horaires importants, vous les observez, vous les connaissez, vous êtes tout à fait légitime pour traduire des observations éducatives qui sont les vôtres, sans forcément rentrer dans le champ du handicap. C'est-à-dire que je remarque que votre enfant il a des difficultés quand on se déplace longtemps à l'extérieur du centre de loisirs. Point. Je remarque que votre enfant, quand on est en train de manger avec les autres enfants, tout ce qui est texture granulée ou croquant, il a du mal à les manger. C'est une observation, ce n'est pas de l'interprétation et je ne pars pas dans du diagnostic éducatif ou de pédopsychiatre, de je ne sais pas quoi. Et puis de leur demander, est-ce que vous observez ça à la maison chez vous aussi? Comment vous faites vous aussi à la maison? Il m'est arrivé, moi, d'animer ce que j'appelle les protocoles d'accueil, c'est-à-dire en gros une réunion avec les parents et des éducateurs ou des instituts de l'école, sans jamais utiliser le mot handicap une seule fois, sur une réunion qui dure 1 heure et demie, parce que finalement, qui relève d'un TDAH, du trouble du comportement, d'un autisme, une déficience mentale ou que sais-je encore, c'est pas ça l'important. L'important, c'est quel est le profil de l'enfant, quoi. Et je n'ai aucun exemple de parents qui refusent d'aborder le profil de leur enfant. Je n'ai pas un seul exemple. Quand on leur propose, quand on les invite à venir s'asseoir autour d'une table, petit café, petit gâteau, pour évoquer l'accueil de leur enfant, point, sans rentrer dans la question du handicap ou de la singularité, je n'ai aucun parent qui refuse ça. Donc tout ça pour vous dire que on peut tout à fait aborder la différence d'un enfant sans forcément aborder la question du handicap pour des parents pour lesquels ce serait trop tôt ou trop violent et qui de toute façon ne sont pas prêts à l'entendre à ce jour. Pardon. Je ne sais pas si ça répond à votre question, je ne sais pas qui a posé cette question-là. Virginie, si Virginie souhaite aussi répondre, aucun souci. Oui, bonsoir. Oui, donc j'ai posé cette question en sachant qu'on a accompagné des parents et effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu un cheminement, ça vient petit à petit. Je dirais l'oiseau fait son nid, les parents comprennent les choses. Il y a aussi un travail d'accompagnement avec l'école. Donc voilà, tous ensemble, on est aussi sur un dispositif PRE, programme de réussite éducative, où on est plusieurs professionnels à s'occuper d'enfants. Et voilà, et petit à petit, effectivement, on ne peut pas dire à des parents du jour au lendemain, parce qu'effectivement, vous avez une belle phrase, accepter l'inacceptable. Et voilà, je pense que les parents aussi, certains parents ont besoin d'accompagnement et de plus ou moins de temps pour accepter cette chose-là. Donc oui, c'est très bien. Je vous remercie pour ce complément d'information. Et je me permets de rebondir sur votre intervention qui est très juste, hein. C'est aussi de souligner que vous, quand je dis vous, c'est un accueil de loisirs, un périscolaire, c'est très vrai en crèche aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est donner des observations qui sont les vôtres sur le développement de l'enfant. Ça, c'est votre boulot, vous savez le faire.
et informer les parents sur les partenaires extérieurs qui existent, c'est-à-dire, vous savez, madame, il y a la PMI qui est disponible pour votre enfant, il y a le RASED à l'école, il y a le CAMS, même si ça chemine, et il y a l'orthophoniste, il y a, je sais pas quoi, le kiné, il y a le médecin de famille, tout simplement. Au moins, porter à connaissance des parents, des partenaires qui existent pour eux. Ils s'en saisiront ou pas, tout de suite, ou demain, ou après-demain, mais c'est peut-être la chose que vous pouvez faire, acteur du milieu ordinaire. Oui, parce qu'il y a quand même du jargon, hein. C'est vrai qu'il y a certains mots qui peuvent faire peur. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi bien expliquer aux parents parce que derrière les abréviations, des fois, c'est un peu compliqué. Enfin, nous, déjà professionnels, des fois, on s'y mélange un peu aussi. Donc, c'est vrai que les parents, voilà. Et puis, dans des milieux un peu compliqués, vous évoquiez la MDPH, c'est vrai que c'est des dossiers qui prennent du temps, qui sont difficiles à constituer. Donc, quand on a des parents un peu paumés comme ça, c'est vrai qu'ils ont besoin un peu de boussole ou de repères tout au long du parcours, quoi. Très juste, c'est très juste. Et puis un partenaire que je n'ai pas évoqué, mais c'est un oubli, c'est pas un lapsus, mais c'est le partenaire du soin. Je pense aussi à l'hôpital de jour, la pédopsychiatrie, qui est parfois un monde d'abord qui fait peur aux parents et qui est un peu obscur pour nous autres sur les accueils de loisirs, CNPP, CMPEA, qu'est-ce qu'on y fait vraiment voilà, c'est des partenaires qui existent et que les parents pourraient être amenés à côtoyer. Je rappelle aussi, et je pense notamment au pôle ressources handicap, c'est aussi de mon point de vue une ressource pour vous, pour voilà, soutenir la parentalité. Et vous le dites très bien, d'abord traduire le jargon, le lexique qui parfois fait peur et un peu anxiogène. Ça peut être des partenaires pour recevoir des parents, ne pas être tout seul pour aborder ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres… On y reviendra après, hein, mais avant de passer à la diapo suivante, qui sera la dernière d'ailleurs, je vous rassure. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions par ce qu'on a vu précédemment? Il y a 2 remarques de Cécile du PRH 07 qui dit oui, bonjour Cécile. À ma connaissance, pas encore généralisé le bonus handicap en ALSH. Et du coup, 2e remarque, elle marque les liens avec les écoles sont parfois difficiles, à savoir les parents peuvent inviter qui ils souhaitent en équipe éducative et donc l'ALSH, s'ils pensent que c'est pertinent, 3 petits points, c'est un bon moyen de créer des passerelles entre l'ALSH et l'école. Oui, très juste. Merci. D'abord, salut Cécile. Merci de ton intervention. 2 choses intéressantes, c'est clair. La première, effectivement, bonus inclusion handicap sur les accueils de loisirs, ce n'est pas généralisé. Je note simplement que certains départements, certaines CAF ont fait le choix. Donc, c'est des choses qui existent. Mais ça, c'est une politique locale. Donc je ne sais pas comment ça se passe partout, mais ça a le mérite d'exister. En revanche, il me semble bien que sur le champ de la toute petite enfance, et certains y bossent, c'est-à-dire il y a des crèches, il y a des multi-accueils, ils pourraient nous le dire, mais il me semble que le bonus inclusion a été largement généralisé. On pourrait y revenir parce que ça fonctionne plus ou moins, mais ça a le mérite d'exister. Et puis, deuxième remarque sur ce que tu as pointé, c'est vrai. Hein. Moi, je suis toujours un peu atterré, je ne comprends pas en fait, moi ça m'en fout, que l'accueil de loisirs et plus précisément les accueils périscolaires soient jamais invités aux synthèses éducatives de l'école. Je ne comprends pas. Enfin si je comprends, je sais bien je comprends ce qui s'y joue, mais je trouve que c'est fort dommage parce qu'on a des équipes qui accueillent longtemps sur des grandes périodes, qui connaissent aussi bien les enfants, dans un autre cadre en plus qui est tout à fait riche et pertinent, qui pourrait apporter un regard tout à fait différent au corps enseignant. Donc bon, voilà, la réalité c'est que c'est encore pas culturellement un réflexe pour l'éducation nationale, mais effectivement, tu as souligné les parents. Pour moi, c'est le juge de paix, c'est-à-dire que les parents, l'autorité parentale, ça veut dire ce que ça veut dire. Réaffirmer aux parents que vous accompagnez que c'est eux qui invitent, quoi. Donc, s'ils estiment qu'un animateur alors, ne déboulez pas à 15 non plus, mais un animateur du périscolaire ou de l'accueil de loisirs qui connaît bien l'enfant, il serait pertinent qu'il puisse assister aux synthèses éducatives, aux réunions de l'école. N'hésitez pas. Mais effectivement, je vous conseille d'être proactif là-dessus parce que j'ai l'impression que ça ne viendra pas dans l'autre sens. Il va falloir se faire inviter, quoi, cordialement, mais le faire quand même. Alors, juste pour compléter, Sylvain, effectivement, en crèche, c'est national, hein, le bonus handicap. Okay. Par contre, en ALSH, c'est pour l'instant expérimental dans certains départements, mais peu encore. Mais c'est en discussion. Oui. On ne désespère pas. J'ai cru comprendre qu'il y avait un système un peu de bonification, c'est-à-dire dès lors qu'on reçoit… Alors, la limite, je sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai un souci d'Internet, me dit-on. Oui. Ça va toujours? Oui. Okay. Sur le bonus handicap petite enfance, bon, ça tend à se généraliser. L'idée, si j'ai bien saisi le truc, c'est quand même d'être un peu… bon, d'abord, la limite à ça, c'est qu'il faut recevoir des enfants qui relèvent de l'AEH. Et puis, par définition, 0-3 ans, on n'y est pas ou peu, quoi. Bon, en première limite. Et puis, non, Sylvain, si je peux me permettre, oui. En crèche maintenant, en tout cas pas en centre de loisirs, mais en crèche, il suffit d'avoir une attestation comme quoi l'enfant est suivi
en CAMS, en CMP ou même en libéral. Et du coup, la crèche peut faire valoir l'accueil d'un enfant à particularité, même si le diagnostic n'est pas posé. Et même s'il n'y a pas d'AEH. D'accord. Bon, ça me semble plus logique. Après, la question, c'est cette prestation, un peu ce bonus, c'est le montant et la hauteur de ce bonus. Parce que j'ai cru comprendre, surtout en crèche, une problématique, ça va être pareil, surtout qu'un accueil de loisirs. D'ailleurs, c'est plutôt du renfort d'encadrement, c'est-à-dire que le temps de repas est compliqué parce que ça prend du temps et puis que les auxiliaires de périculture ou les CAP petite enfance ne sont pas assez nombreuses. Il nous faudra donc quelqu'un de supplémentaire. Est-ce que le bonus inclusion petite enfance couvre à hauteur du financement d'une personne supplémentaire? Ça, je ne le sais pas. C'est peut-être à la limite à ça. Mais bon, on pourra peut-être en discuter après. Ce n'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui. Merci de tes éclairages, Cécile, en tout cas. Est-ce que je me permets de continuer de conclure ou on prend d'autres questions, Xavier? Il y a une petite question, puis après, tu vas pouvoir continuer. Ouais. Il y a Sophie qui dit, y a-t-il des situations de handicap où l'accueil de l'enfant handicapé n'est pas possible, d'après votre expérience, ou pas souhaitable, par exemple, si le personnel n'est pas formé? Ouais, alors ça, c'est une bonne question. Alors, pas possible et pas souhaitable, c'est deux choses différentes. Mais je réponds sur le pas souhaitable d'abord. L'accueil de loisirs, pour moi, c'est vraiment un lieu de socialisation et de jeu qui est propice à recevoir des enfants en situation de handicap parce qu'il n'y a pas de prérequis et parce qu'on n'attend rien d'eux, si ce n'est qu'ils le vivent bien. Et c'est justement là où parfois ça n'est pas souhaitable. J'ai accompagné des projets d'accueil pour des enfants autistes en particulier, pour lesquels les gros collectifs, le mouvement, les temps informels, les temps de transition étaient source d'angoisse. Donc là, effectivement, l'accueil de loisirs, ce n'est pas la solution idoine pour les vacances pour certains enfants en situation de handicap. Ce n'est pas la solution miracle pour tous. C'est pour ça que j'évoque le fait avec les parents, notamment d'évaluer la faisabilité de cet accueil et en particulier l'intérêt pour l'enfant parce que ça peut brasser un accueil de loisirs. Donc, il faut quand même le vérifier. Donc, ce n'est pas la réponse, de mon point de vue, on est obligé d'être d'accord, mais de mon point de vue, ce n'est pas la réponse idoine pour tous. Donc, je ne suis pas dupe de ça. Ensuite, est-ce que j'ai eu des accueils impossibles? Je vais vous dire, moi, j'ai accompagné des accueils de loisirs pendant plus de 11 ans, ce qui représente, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est 278 projets d'accueil, donc 278 enfants différents. Donc, j'ai vu beaucoup de handicaps. Je n'ai pas un seul souvenir d'un accueil qui ne soit pas possible. Je vais nuancer ça quand même, mais moi, j'ai préparé l'accueil avec des animateurs qui ont reçu des enfants sourds-aveugles. Je vous laisse imaginer concrètement la réalité d'un petit garçon de 8 ans qui est sourd et aveugle en accueil de loisirs. Ça, c'est fait et ça, c'est bien fait. Des enfants polyhandicapés et assez lourdement polyhandicapés, qui ne marchent pas, qui ne sont pas propres, qui ne verbalisent pas. Voilà. Donc, des autistes sévères parfois, donc, qui ne verbalisent pas, qui ne vous regardent pas dans les yeux, qui a priori ne participent à rien, qui flappent comme ça, qui font des crises d'angoisse incroyables. Bon, voilà. Pour autant, des enfants qui ont été accueillis et même au-delà d'accueillis, inclus. Donc, je n'ai pas d'exemple d'un profil d'enfant qu'on ne pourrait pas accueillir en accueil de loisirs. En revanche, là où je nuance, c'est parfois, et ça met en difficulté les animateurs et les autres enfants, c'est les enfants qui présentent des troubles du comportement, de la violence physique, à tel point que les vacances des autres enfants en sont aussi fragilisées. Ça peut être une vraie limite, c'est-à-dire que accueillir un enfant en situation de handicap, la limite, s'il devait y en avoir une, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que quand la qualité d'accueil pour les autres enfants n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire que d'autres parents n'ont pas envie que leur petite fille se fasse tabasser toute la journée au centre de loisirs parce qu'on a un enfant qui ne gère pas sa frustration et ses émotions et que ça déborde tout de suite. Voilà. Ça pourrait être éventuellement un profil d'enfant pour lequel ça pourrait être compliqué. Mais je me garderais bien de vous dire tel handicap, ce n'est pas possible. J'en ai pas vu. Je ne sais pas si ça répond à la question. Sophie, si vous voulez prendre la parole pour... Oui, en fait, c'est une question très idoine parce que je ne connais pas du tout le... J'ai mon fils qui crie derrière, c'est un peu compliqué de parler. En fait, je me posais quand même la question parce que, moi, j'ai fait quelques stages et j'ai quand même été en situation de personnes qui avaient des troubles autistiques. Et du coup, je me suis vraiment posé la question sur le bénéfice pour ces personnes, pour ces enfants-là, parce qu'ils étaient petits, d'être vraiment accueillis dans des structures comme les autres. Même si, je suis convaincue de la chose, mais des fois, je me dis vraiment, c'est pas évident de savoir si vraiment ça leur convient, en fait. Donc,
je sais pas si on peut avoir un regard tout à fait complet pour dire que oui, c'est toujours possible. En fait, j'ai vraiment, enfin, pour l'instant, je suis pas encore tout à fait convaincue que c'est toujours possible, mais bon, c'est plutôt positif de le dire, hein, mais ouais, je me dis qu'il y a quand même des circonstances où peut-être même, enfin, très matérielles. En fait, tout à l'heure, on a parlé de l'aménagement raisonnable. En fait, c'est quoi l'aménagement raisonnable? Enfin, je sais pas si on reviendra dessus, mais ça interroge en fait jusqu'où on peut aller. Et mes questions, c'est vraiment par rapport à ça aussi. C'est pas très clair pour moi. J'entends, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, c'est la possibilité de l'accueil. Parfois, c'est impossible. C'est-à-dire que un enfant qui est en situation de handicap moteur, dont le bâtiment est absolument inaccessible. Moi, j'en ai eu sur des secteurs jeunes en particulier, sur des ados 14 ans qui sont en fauteuil, qui ne sont pas propres, et où la salle d'animation, elle est à l'étage, évidemment. Elle est portée à un gros balèze de 14 ans, c'est compliqué. Donc, parfois, il y a des situations d'impossibilité un peu physique. Après, l'autre question, c'est est-ce que c'est souhaitable? C'est ce que vous évoquiez sur qu'est-ce qu'un enfant autiste, par exemple, vient prendre sur un accueil de loisirs. Là-dessus, je vous mets à l'aise, il faut demander aux parents parce qu'ils vont bien vite voir l'intérêt. Hein. Ils sont multiples. Hein. Parfois, ça gêne. Alors, je trouve qu'il faut essayer d'identifier un espèce de rapport entre intérêt, bénéfice et risque, en fait. C'est-à-dire, si l'accueil génère plus de pleurs, plus d'angoisse, voire même des régressions, est-ce que ça a bien un intérêt? Effectivement, il faut se poser la question. J'ai des parents qui m'ont dit, par exemple, mais moi, je voudrais, même s'il ne joue pas avec les autres enfants, ce n'est pas grave pour moi, je veux simplement qu'il entende les autres enfants parler. En espérant qu'il puise, qu'il puise des mots, du vocabulaire et l'envie que les sons sortent un jour. Voilà, en faisant ce pari-là. Après, en n'étant pas non plus, je dirais, aveugle sur les comment dire, les progrès que va faire son enfant, mais en tout cas, il tente le coup. Quoi. Et puis, baigner dans un bain de socialisation, tout court. Être avec d'autres enfants, tout court. Pour certains parents, l'intérêt, il était là et c'était suffisant. Est-ce que j'avance sur une dernière diapo peut-être? Avance, il y a quelques remarques, mais c'est des remarques… Eh ben, je finis sur cette diapo et puis on fait un échange libre après, si ça vous convient comme ça. Vas-y, continue. OK. Alors, je vais tenter de réduire ça. Voilà. Alors, j'ai ma diapo qui ne part plus. Je ne sais pas pourquoi. Si, ça y est. Wow. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Une espèce de graphique tout moche avec une grande flèche. OK. Ce que j'ai tenté de faire là, c'est de synthétiser et d'imager peut-être des étapes dont vous pourriez vous inspirer sur vos accueils de loisirs, voire même sur des crèches, pour essayer de formaliser l'accueil d'un enfant en situation de handicap. Donc, c'est une frise chronologique avec, qui avance, donc, avec notamment 2 points qui sont sur votre écran, un peu 2 carrés en haut là, qui sont en rouge, 2 points importants, qui est là, la demande de parents, c'est-à-dire des parents qui aimeraient vous faire la demande à la crèche ou à l'accueil de loisirs, je souhaiterais que mon enfant soit accueilli dans votre structure. Et puis un autre point plus à droite qui est l'accueil effectif de l'enfant en situation de handicap. Et vous constatez qu'avant la demande des parents, après la demande de parents et avant l'accueil et après l'accueil, à mon avis, on peut mettre en place certaines étapes dont vous pourriez vous inspirer pour concrètement accueillir des enfants en situation de handicap demain. Je reviens tout à gauche et sur les cases vertes tout en haut. D'abord, la première chose, avant même de recevoir la demande de parents potentiels, et donc avant même de recevoir un enfant en situation de handicap, moi, je vous invite à réfléchir et afficher vos velléités d'inclusion, c'est-à-dire est-ce que mon centre social, mon accueil de loisirs municipal, ma crèche, est-ce que nous, on est très au clair avec les administrateurs et l'équipe de professionnels sur l'accueil d'enfants en situation de handicap? Et est-ce qu'on est favorable à ça? Est-ce qu'on est en capacité de se donner les moyens d'accueillir ce public-là? Si tel est le cas, affichez-le, je vous le conseille, au travers d'affiches devant la porte, les flyers que vous distribuez dans les écoles, dans le cartable des enfants, des newsletters peut-être que vous balancez sur votre territoire, dans l'écriture de votre projet pédagogique, projet éducatif, dans votre règlement intérieur. Par exemple, ça pourrait être simplement « Ici, nous accueillons tous les enfants du territoire ». Si je vous suggère cette idée d'afficher votre volonté et les valeurs d'accueil de tous les enfants en situation de handicap, de tous les enfants du territoire, y compris donc ceux qui sont en situation de handicap, ça permettrait à des parents de s'autoriser à penser qu'il peut être possible de solliciter votre structure. Vous avez
plein de parents sur vos territoires qui ne s'autorisent même pas à penser que la crèche et l'accueil de loisirs ou la garderie périscolaire de l'école, c'est possible pour leur enfant. Ils ne s'autorisent même pas à le penser. Donc, en l'affichant, peut-être que ça contribuerait à développer des idées ou à déclencher des idées chez des parents qui pourraient venir vous solliciter. Deuxième étape, c'est mon petit carré vert en haut à gauche. Vous souhaitez développer l'accueil qualitatif d'enfants en situation de handicap sur vos structures. Encore faut-il pouvoir les identifier. Qui est en situation de handicap sur votre accueil de loisirs? Moi, je vous suggère 2 choses assez simples à modifier, notamment sur votre fiche d'inscription. Parfois, j'ai des accueils de loisirs qui mettaient « Est-ce que votre enfant est handicapé ?» Oui, non. Là, vous pouvez être sûr que la majorité des parents ne vont pas forcément le mettre. Pour les raisons qu'on a évoquées précédemment avec la collègue qui est intervenue, c'est qu'on a des parents qui sont d'abord dans le déni ou dans l'incapacité de pouvoir reconnaître le handicap de leur enfant ou qui ne vont pas forcément le dire parce qu'ils ont une crainte que vous allez le refuser, ce qui parfois est arrivé. Donc, ce n'est pas suffisant pour identifier les enfants en situation de handicap de votre accueil de poser cette question-là. Moi, je vous suggère 2 questions sur la fiche d'inscription que vous transmettez à tous les parents. Quel est le nom de l'école dans laquelle est scolarisé votre enfant? Et parfois, vous aurez « Mon enfant est scolarisé à l'école Pierre Garnier ». Chez moi, dans la Vienne, par exemple, Pierre Garnier, on sait que c'est un IME, Institut médico-éducatif. Donc, c'est un enfant qui a une scolarité adaptée. Il relève donc d'une situation de handicap. Deuxième petite astuce, mettez sur votre fiche d'inscription quel est le nom de la classe dans laquelle est scolarisé votre enfant. Et vous aurez des parents qui pourront répondre il est en CM1, il est en CE1 ou il est en ULIS. Ça doit pouvoir vous alerter. C'est un enfant qui bénéficie d'une scolarité aménagée, adaptée, qui relève d'une situation de handicap. Donc, il pourrait être intéressant, puisqu'il a une scolarité adaptée, peut-être qu'il faut adapter l'accès aux loisirs. Ou peut-être pas, mais ça mérite de le vérifier. Et puis, une deuxième petite remarque sur votre fiche d'inscription. Votre enfant bénéficie-t-il de l'accompagnement d'une ASEH ou d'une AVS? Oui ou non? Ces éléments permettraient déjà à celui qui réceptionne les fiches d'inscription de tous les parents d'identifier qui relève d'une situation de handicap et pour lequel il y a une scolarité adaptée. Ce qui vous permettrait peut-être d'inviter les parents à l'étape suivante que je vais préciser. Déjà, ça balaye assez large. Et puis, vous pourriez tout à fait, je vous le suggère, c'est un petit article que j'ai mis en dessous entre guillemets, vous pourriez tout à fait mettre sur votre fiche d'inscription ou sur le dépliant de votre accueil de loisirs ou de votre crèche l'article suivant. Pour des enfants qui présentent des besoins éducatifs particuliers, les gros dormeurs, des enfants qui présentent des maladies chroniques ou des situations de handicap, nous invitons les parents à solliciter la direction afin d'évaluer ensemble la faisabilité de cet accueil. Ça a 2 intérêts d'afficher ça. Le premier, c'est que ça permettrait à des parents de s'autoriser à venir vous rencontrer et donc de vous permettre à vous d'anticiper la venue de cet enfant. Ça, c'est dans l'hypothèse où pour l'instant, vous n'avez pas de demande de parents. Un jour, se pointe une famille, des parents sur votre accueil de loisirs, c'est la demande des parents. C'est la 3e case de mon graphique. Bonjour l'accueil de loisirs, bonjour la crèche, je souhaiterais que vous puissiez accueillir mon enfant qui est en situation de handicap. Voilà. Vous, spontanément, pourriez avoir 2 réponses, oui ou non. Moi, j'ai rayé les 2 tout de suite. D'abord, je raye la non, parce qu'on l'a vu précédemment, vous ne pouvez pas refuser l'accueil d'un enfant en situation de handicap du fait de son handicap, c'est discriminatoire. Vous n'avez pas le droit. Donc, le fait de répondre non, au-delà du fait que c'est quand même pas très classe, c'est violent et c'est discriminatoire. Ensuite, vous pourriez tout à fait, puisque vous êtes ouvert à l'inclusion, répondre oui, bien sûr, on va accueillir votre enfant en situation de handicap. Sauf que cet enfant, à ce stade-là de la démarche de projet, vous ne le connaissez pas. Et je ne suis pas sûr que vous soyez en capacité, puisque vous ne connaissez pas ses besoins, de le recevoir dans de bonnes conditions. Je vous suggère donc de proposer aux parents une rencontre ultérieure, et pas dans 6 mois, pour évaluer ensemble la faisabilité de cet accueil. Mais puisque nous ne connaissons pas cet enfant, on a besoin de le connaître davantage autour de ses besoins, ses habitudes de vie, ses petits rituels, ses centres d'intérêt, ses jeux, ses plaisirs. C'est vous qui le connaissez le mieux, les parents, vous êtes les spécialistes de votre enfant, donc on vous invite à une rencontre pour que vous nous racontiez votre enfant. Par ailleurs, vous nous dites qu'il est scolarisé en IME, par exemple, il y a donc un éducateur référent qui le connaît, et sans doute que votre enfant à la maison et votre enfant à l'école, c'est peut-être pas le même, c'est sans doute pas le même. On aurait, nous, un intérêt à l'accueil de loisirs à inviter aussi à cette rencontre l'éducateur référent, soit de l'école ou de l'IME. Est-ce que vous nous autorisez
à contacter l'éduc de l'IME pour l'inviter à cette rencontre. C'est l'autorisation parentale pour la sollicitation de partenaires extérieurs. Suite à quoi, vous pourriez organiser une rencontre avec les parents naturellement et un autre acteur éducatif qui connaît bien l'enfant, son éduc référent de l'IME, son instit de l'ULIS, son ASEH de l'école, son prof de musique. J'ai vu aussi des profs, comment on dit, des coachs de foot, parce qu'ils connaissaient l'enfant sur les mercredis soirs à l'entraînement de foot. Donc, ils le connaissent très bien. Organiser une rencontre avec l'ensemble de ses parents, de ses acteurs éducatifs, dont les parents, pour recueillir les informations précises sur l'enfant. Et on ne s'attache pas tellement à la trisomie 21 de Marcel, mais on s'attache davantage à Marcel lui-même. Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il n'aime pas faire? Il joue à quoi à la maison? Qu'est-ce qu'il fait à l'IME? Comment il communique? Est-ce qu'il saura nous dire si quelque chose va bien ou si quelque chose va mal? Est-ce qu'il verbalise? Est-ce qu'il pointe du doigt? Est-ce qu'il utilise des pictos? L'ensemble des détails qui sont pertinents au regard de l'accueil sur un centre de loisirs. Suite à quoi? Alors, j'ai mis aussi rencontre avec les parents, des acteurs éducatifs et l'enfant, point d'interrogation. Si j'ai mis ça, c'est que parfois, vous aurez des enfants qui sont tout petits. Par expérience, cette rencontre-là, il faut au moins une bonne heure autour de la table pour recueillir de manière exhaustive, précise, l'ensemble des éléments, recueil d'informations de l'enfant, et c'est très long pour un môme. Donc parfois, ce n'est pas très pertinent pour lui de venir. A contrario, j'ai eu des grands de 12 ans qui pouvaient être tout à fait en capacité de se raconter eux-mêmes, qui étaient associés à cette rencontre, pour autant qu'ils s'autorisaient à le faire, mais à se présenter eux-mêmes. Suite à cette rencontre, et puis, j'évoque le fait aussi de penser à qui anime cette rencontre. Moi, mon point de vue, mais on va pouvoir en discuter ensuite si vous le souhaitez, je pense que la place de cette rencontre-là, en tant qu'animation, c'est plutôt le directeur de l'accueil de loisirs et pas tellement l'équipe d'animation, même si c'est eux concrètement qui vont recevoir l'enfant potentiellement demain. D'abord, sur cette rencontre-là, il faut que ça soit un peu convivial. On va aborder le profil de 7 enfants et pas tellement le handicap. Et si on est 15 animateurs autour de la table, c'est un peu anxiogène pour des parents. Voilà. C'est difficile de libérer la parole pour aborder des choses qui sont un peu de l'ordre privé et parfois un peu intrusif. Hein. C'est-à-dire, mais comment ça se passe aux toilettes, par exemple, voilà. Ou alors des questions relatives à la sexualité pour les grands en particulier. Il va falloir l'aborder, ça. Donc plutôt le directeur de l'accueil de loisirs pour animer cette rencontre-là. Je précise aussi que les pôles ressources handicap, ils sont bons pour faire ça, pour vous appuyer sur l'animation de cette rencontre. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Réunion à partir de laquelle on pourrait tout à fait rédiger une fiche présentant le profil de l'enfant, appelez ça comme vous voulez, une fiche navette, un passeport identité avec la photo de l'enfant sur un recto verso. J'ai eu parfois des établissements médico-sociaux qui envoyaient le profil de l'enfant, mais de l'IME, c'est-à-dire que ça fait 6 pages. C'est très complet, extrêmement complet, très pertinent, avec parfois du jargon un peu illisible pour des animateurs. C'est très complet, mais c'est trop. C'est-à-dire que c'était difficilement appropriable pour des animateurs avec leur culture professionnelle. Donc, plutôt le profil d'un enfant avec ses préoccupations du quotidien et ses habitudes de vie du quotidien, dont on pourrait faire lecture lors de la réunion de préparation avec les animateurs. La présentation du profil de l'enfant qui viendra sur le centre de loisirs, c'est l'occasion avec les animateurs de bosser sur les aménagements qu'on va devoir mettre en place et les pratiques inclusives dont on va devoir s'approprier. C'est-à-dire, sur quel groupe d'âge il va venir? Est-ce qu'on met en place un emploi du temps avec des images qui séquencent toute la journée pour qu'ils puissent se repérer? Est-ce qu'on met un timer en place pour structurer un peu le déroulement de l'activité? Est-ce qu'on met en place une tente 2 secondes dans un espace protégé pour lui permettre d'avoir un endroit ressource, un peu repli, quand il a besoin de sortir un peu du collectif parce que c'est éprouvant et qu'il a besoin d'un espace ressource? L'ensemble de ces aménagements pratiques doivent être pensés et préparés bien en amont. Et je trouve que la réunion de prépa avec des animateurs s'y prête plutôt bien. Suite à la réunion de prépa, moi, je vous suggère de soumettre aux parents une visite de l'enfant à l'accueil de loisirs en situation réelle. C'est pour ça que j'ai mis notamment, pourquoi pas, un mercredi après-midi avant l'accueil. En situation réelle, c'est-à-dire avec les vrais animateurs qu'il va côtoyer, avec des enfants qui courent partout et qui crient, et puis voir l'aménagement des locaux sur ce temps-là. Donc, proposer une visite des parents et de l'enfant sur l'accueil de loisirs, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour l'enfant en situation de handicap lui-même, de voir l'espace dans lequel il va être accueilli, d'identifier les différents espaces de jeu, de voir les copains qui jouent,
Pour les parents aussi, de constater la réalité de l'accueil de loisirs, entre l'idée qu'on se fait d'un accueil de loisirs et la réalité d'un mercredi après-midi avec 80 mômes qui courent partout. C'est un peu caricature, mais quand même, l'accueil de loisirs, c'est parfois ça. C'est bien qu'ils aillent vérifier aussi ça. Et puis l'intérêt, à mon avis, majeur, puisque vous avez présenté en amont le profil du petit Marcel, c'est pour permettre aux animateurs, voire aux autres enfants, de voir Marcel précisément. C'est-à-dire qu'on n'attend pas un trisomique, on attend Marcel. Et quelle taille il fait, il est beau, quel basket il a. Et ce que je veux dire par là, c'est surtout, au-delà d'attendre un handicapé, c'est de voir un petit garçon et de le voir physiquement. Visite, puis accueil de l'enfant effectif. Vous avez mis en place toute cette phase de préparation. Vous n'êtes pas dans l'improvisation de cet accueil. Vous savez comment il fonctionne, vous savez combien de jours il viendra, vous savez quels sont ses centres d'intérêt et vous savez comment réagir s'il a un besoin particulier, puisque les parents et son éduc ou sa maîtresse vous l'ont dit précédemment. Et vous l'avez traduit avec les animateurs lors de la réunion de prépa. L'accueil se fait. Et il y a la question souvent de la sensibilisation des autres enfants à l'accueil du petit Marcel. Deux choix à ça. Vous pouvez tout à fait proposer de sensibiliser les enfants avant même l'arrivée de Marcel, en leur expliquant que nous allons accueillir lundi un nouveau garçon qui est trisomique, qui est en situation de handicap. Voilà. D'abord, la difficulté de cet exercice, c'est que ça peut être compliqué pour des animateurs de sensibiliser au handicap d'un enfant les copains. Parce que les termes qu'on emploie sont parfois un peu délicats et puis ça peut générer plus d'angoisse que d'autres choses. C'est parfois compliqué pour des amis d'aborder ça. Et puis, si vous le faites bien avant l'arrivée du petit Marcel en question, les enfants vont attendre un enfant en situation de handicap, ils ne vont pas tellement attendre un garçon, un enfant. Donc moi, je suggère plutôt d'accueillir effectivement Marcel, mais que l'équipe d'animation soit plutôt attentive au fait de répondre aux questions des autres enfants, qui en auront forcément, de leur répondre de manière vraie, de manière simple, pas forcément et surtout pas avec un vocabulaire médico-social, et pourquoi pas utiliser, parce que ça existe dans beaucoup de départements, des malles pédagogiques qui notamment sont mis à disposition par des pôles ressources handicap. Et à ce titre-là, sensibiliser plutôt sur la question des différences que du handicap lui-même. Et puis de dire aussi parfois aux enfants que vous ne savez pas, que je vais me renseigner, je viendrai te répondre plus tard. Mais en tout cas, d'être dans une posture de répondre à leurs questions parce que ça viendra. Par expérience, les enfants, ils s'incluent assez facilement les uns les autres. Le problème d'inclusion d'enfants en situation de handicap, c'est un problème d'adultes, de professionnels ou de structure. Ce n'est pas tellement le problème des enfants. Par contre, que les enfants s'interrogent sur le fait qu'on a une petite fille qui signe, par exemple, au lieu de parler. On a un garçon qui est en fauteuil roulant et il bave beaucoup. Pourquoi il parle? Pourquoi il bave? Ou alors un enfant qui, au lieu de marcher, lui, il rampe par terre. Pourquoi il ne marche pas? Un enfant qui ne parle pas et qui utilise des images ou un classeur de communication pour échanger avec ses copains. Ça peut poser des questions aux enfants. Il faut leur répondre le plus simplement possible, sans éviter les questionnements, mais en leur répondant de manière simple et vraie. Donc, sensibilisation des enfants. Suite à l'accueil, une phase de bilan. C'est-à-dire qu'on a accueilli le petit Marcel pendant ces vacances-là. Bilan entre équipes, naturellement. Bilan avec les parents. Et puis, bilan peut-être aussi avec les autres acteurs éducatifs que vous aviez associés à la démarche de préparation. Marcel est venu à l'accueil de loisirs. Voilà le bilan qu'on peut en tirer. Et surtout, après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Marcel y revient tous les mercredis sur l'accueil de loisirs? Est-ce qu'il continue à venir tous les soirs après l'IME sur l'accueil périscolaire? Est-ce qu'il viendra sur un autre temps de vacances? Et si oui, à quelles conditions? Est-ce qu'il revient dans les mêmes conditions? Ça s'est bien passé, on continue. Est-ce qu'il revient, mais avec d'autres modalités d'accueil? On a vu, par exemple, que le rythme est trop long. C'est-à-dire qu'arrivé le jeudi soir, il est naze, Marcel, il ne profite même plus des copains et des jeux parce qu'il est épuisé. Peut-être que le rythme d'accueil est à revoir et effectivement, il faut le voir avec les parents. Donc, l'après, c'est quelles conditions de continuité de l'accueil pour Marcel dans les perspectives d'avenir. Et puis enfin, plus généralement, au-delà de l'accueil de Marcel lui-même, communiquer, vous, crèche, accueil de loisirs, périscolaire, sur votre dynamique inclusive. C'est-à-dire que moi, j'étais souvent interpellé par le fait que je préparais des accueils d'enfants en situation de handicap avec des équipes d'accueil de loisirs ou de crèche. Je sais que l'enfant lourdement polyhandicapé, il est venu pendant les vacances de février, voilà. Et souvent, les accueils de loisirs faisaient un petit communiqué de presse après dans le journal local, voilà, pour dire on a fait des vacances sur le thème des sorcières ou des pirates, je ne sais pas trop quoi, ou le thème des couleurs. Mais jamais il n'y a aucun mot sur, pas l'accueil de Marcel, mais l'accueil d'enfants en situation de handicap.
vous accueillez des enfants en situation de handicap, faites-le savoir au travers de la presse. Ne dites pas qu'on a accueilli le petit Marcel et qu'il est mignon, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, nous avons sensibilisé les enfants de l'accueil de loisirs à la question des différences et du handicap, puisque ici, nous accueillons tous les enfants. Voilà. Dites-le, faites-le savoir. Vous le faites très bien, c'est dommage de se passer de ça. Et puis d'utiliser parfois, dites-le à votre CAF aussi, notamment, qui elle-même a des supports de communication intéressants à l'intention des familles d'enfants en situation de handicap du département, voire même de la MDPH. Donc, c'est pas mal si vous pouvez, je crois, communiquer sur vos savoir-faire, vos savoir-être, et puis globalement, la dynamique inclusive que vous mettez en place sur votre structure plus généralement. Je finis en disant aussi que là, on fait un focus sur l'accueil des enfants en situation de handicap, mais peut-être ça donnera lieu à un autre webinaire, mais je vous invite à penser la dynamique inclusive sur vos structures de manière plus générale et plus transversale, c'est-à-dire quid de l'accueil de collègues, de salariés en situation de handicap, quid de l'accueil des parents en situation de handicap sur mon accueil de loisirs ou ma crèche, quid de l'accueil des administrateurs ou des gestionnaires en situation de handicap. Voilà. Je vous invite, au-delà de l'accueil des enfants en situation de handicap, à avoir une réflexion structurelle sur vos services et vos accueils qui prend la question de l'inclusion du public en situation de handicap de manière plus générale. Je termine en vous disant que, de mon point de vue, si vous mettez en place l'ensemble de ces étapes, pour chaque enfant en situation de handicap, il y a quand même toutes les raisons de penser que ça puisse être possible et qu'effectivement, vous puissiez inclure demain dans les meilleures conditions possibles. Ce soir, on en a parlé, accueillir des enfants en situation de handicap, mais moi, je vous repose la question maintenant. Est-ce que demain, vous faites, au regard de tout ce qu'on a échangé? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur tout ce qu'on s'est dit? Je ne sais pas si vous êtes encore là, d'ailleurs. Peut-être que je parle tout seul. On est là, on t'écoute. D'accord, ça me rassure. Merci. Alors, sur le magnifique document que tu as montré avant, oui. Je pense que ça doit être très clair parce qu'il n'y a aucune remarque. Oui, sur celui-là, voilà, exactement. Alors, ce n'est pas parce que c'est clair que c'est pertinent. Hein. Peut-être qu'il est clair parce que les couleurs sont jolies, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Mais il faut que ça soit pertinent. L'idée, c'est, de mon point de vue, pour l'avoir expérimenté, en fait, ce n'est pas un truc qui a été inventé dans un cours de philosophie. C'est-à-dire que sur le terrain, ça fonctionne. Ça. Si on met en place toutes ces étapes, c'est objectivement raisonnable de le transposer sur vos accueils de loisirs et ou sur vos crèches d'ailleurs. Oui, tout à fait. Effectivement, comme le disait mon collègue François, c'est qu'il faut aussi que ça parte de la volonté des équipes de pouvoir et d'avoir envie d'accueillir des jeunes différents. Parce que c'est vrai qu'on est souvent confronté à ça où ils nous montrent beaucoup de freins et quand on intervient, qu'on essaie de les rassurer, tout ça, et où finalement, ils n'arrivent pas à se projeter sur des situations où on pourrait trouver des solutions. Et ça, alors, Axel, excusez-moi, est-ce que vous pouvez représenter le contexte juste pour qui vous travaillez Alors, donc, comme j'avais écrit tout à l'heure, je suis éducatrice spécialisée en IEMS et j'ai déjà mis en place des séjours avec des enfants à la fois en situation de handicap et qui viennent de centres de loisirs. On partait avec des gros groupes, 35 enfants, et je suis une ancienne collègue du pôle ressources handicap 10 puisque j'ai été sur les premières années d'expérimentation et j'ai laissé ma place ensuite à François. Merci Axel. Voilà, donc c'est vrai qu'on est vraiment confronté souvent à ça, c'est les équipes qui sont déjà avec des enfants qui ne sont même pas diagnostiqués en situation de handicap, mais qui ont déjà eux-mêmes des difficultés et ils ont déjà beaucoup de mal à gérer ces enfants-là. Et quand on leur parle d'accueillir un enfant en situation de handicap, notamment qui n'est pas propre, ce qui pose souvent souci, c'est difficile. C'est difficile de leur faire entrevoir des solutions, des possibilités. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses que vous avez pu mettre en place ou des guides que vous avez pu proposer pour arriver à aller au-delà de ces qui soient réfractaires à l'accueil, en fait. Plusieurs remarques sur votre intervention. Je partage tout à fait pour l'avoir vécu, ça. D'abord, il faut que la volonté d'inclure, elle ne repose pas uniquement que sur des animateurs, il faut qu'elle soit portée aussi par la structure, donc politiquement, et aussi la direction, parce que c'est elle qui infuse en fait la volonté d'accueillir ou pas. Et ça passe notamment par le fait dans le cadre du projet, si on a un accueil de loisirs dont le directeur et le projet, il est clairement formalisé que l'accueil des enfants en situation de handicap, c'est une valeur qu'on porte et qu'on partage, il n'y a pas débat. Et puis ensuite, ça peut être également dans les procédures de recrutement. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes un accueil de loisirs, mais nous accueillons des enfants en situation de handicap.
Voilà, est-ce que ça vous pose problème? Parce que si effectivement ça vous pose problème, on va avoir un problème. Et puis, d'une manière un peu générale, je ne connais pas trop d'autres. Alors, il y a des guides, pour revenir à ce que vous disiez, il y a plein de guides qui existent où tous les mouvements d'éducation populaire ont à peu près sorti le leur, qui sont tous plus ou moins plutôt bien faits d'ailleurs. Les Franca, tout le monde a bossé un peu là-dessus. Donc, il y a pléthore de guides qui existent, ça peut être un support. Mais je ne connais pas tellement d'autres méthodes que de souligner auprès des animateurs l'intérêt qu'ils vont y trouver. Parce qu'a priori, ils n'y voient que des contraintes. On va devoir, ah ouais, il faut lui changer la couche. Mais alors, moi, ce n'est pas mon boulot, je suis animateur. D'abord, je ne sais pas faire. Et concrètement, ça m'est arrivé d'aller sur des équipes avec un petit poupon, une petite poupée que j'avais pris à ma fille, et une couche pour leur montrer techniquement, parce que tant qu'on n'est pas papa, en fait, ou maman, on ne sait pas comment mettre une couche. Donc, je vais vous apprendre à changer une couche d'abord, et comment on lave les fesses d'un petit garçon, et puis après, comment on dépasse le fait que, bah oui, c'est dégoûtant, ça chenaille, et c'est crassou, effectivement. Mais au-delà de ça, c'est aussi cet enfant, si personne ne l'accompagne au change à l'accueil de loisirs, il ne vient pas à l'accueil de loisirs. Et s'il ne vient pas à l'accueil de loisirs, c'est un petit garçon qui reste tout seul les mercredis. Et c'est bien dommage parce qu'il est tout mignon. Et finalement, ce n'est pas si compliqué d'accueillir cet enfant-là. Vous pourriez tout à fait dépasser vos craintes et vos représentations initiales, quoi. J'ai Cécile qui dit important de solliciter les ESMS pour accompagner le premier accueil. Il faut vraiment mobiliser l'équipe pour sortir de leur mur. Ça ouvre mais lentement. Il faut encore les booster dans ce sens et leur entendre les besoins des ALSH. Je trouve très intéressant l'idée d'un temps d'adaptation avec l'éduc, par exemple. Oui. Moi, je trouve que pour avoir bossé en médico-social pendant des années, et surtout il y a des années, les éducs ne sortaient pas trop, n'allaient pas trop sur le milieu ordinaire. On a de la chance, je trouve, le virage inclusif est pris. Et puis, c'est aussi dans les politiques publiques, notamment de l'ARS, qui finance les établissements médico-sociaux, qui les portent, de s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, les professionnels du médico-social vont s'ouvrir de plus en plus vers le milieu ordinaire, en particulier sur les crèches accueil de loisirs, dont ils pourront accompagner les périodes d'adaptation. Je trouve qu'effectivement, alors, il y a un intérêt et une limite. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on a quelqu'un qui connaît particulièrement bien l'enfant, qui va pouvoir expliquer aux animateurs le fonctionnement de cet enfant-là, donner des astuces, des billes, les rassurer, et puis les légitimer dans leur capacité à revoir l'enfant. Le piège, c'est que parfois, les animateurs peuvent se dire, mais bon, on a là un spécialiste du handicap, un spécialiste de l'enfant, nous, on n'est pas capable de le faire, quoi. Il faut que cette période d'adaptation soit pensée comme, comment dire, le fait de basculer progressivement dans la prise en charge, dans la prise en compte. C'est-à-dire qu'on peut imaginer le premier mercredi, l'éduc qui vient tout l'après-midi, il gère l'enfant pour expliquer à l'enfant comment se passe l'accueil de loisirs. Le deuxième mercredi, il vient la moitié de l'après-midi, la deuxième moitié, il s'éclipse. Il passe le relais tranquillement vers les animateurs dans la perspective d'une autonomie future, quoi. Si cet accompagnement, cette adaptation est pensé comme un témoin qu'on transmet, je trouve que ça fonctionne pas mal. Ouais. Oui. Après, je pense qu'il faut vraiment les solliciter, les structures, les établissements médico-sociaux, parce qu'ils sont encore très frileux, même si effectivement c'est une orientation qui va dans ce sens, et ce sont des directives qu'ils ont vers l'inclusion, mais pour avoir quitté le médico-social très, très récemment, je sais qu'ils sont encore très fermés, ils ont vraiment tendance à travailler dans leur mur. Et je crois que c'est au centre de loisirs, enfin aux équipes d'accueil de faire savoir leurs besoins et de les solliciter pour les obliger un petit peu justement à sortir de leur mur et à continuer à leur dire on a besoin de vous, quoi. En étant en effet vigilant à ce que tu viens de dire, que ça ne devienne pas l'éducateur qui vient, qui s'occupe de l'enfant, et puis nous du coup on est tranquille, on n'a pas besoin de s'en occuper. Ce n'est pas du tout l'objectif, bien sûr. Oui, le piège, c'est ça, c'est que d'une certaine manière, ça désengage l'équipe, quoi. Alors, ouais. Au contraire, ça devrait être l'inverse. Et puis, je souligne ce que tu dis, je le dis pour tous les accueils de loisirs, allez chercher les établissements médico-sociaux. Oui. N'attendez pas qu'ils vous appellent parce que ça prendra trop de temps. Et je voulais le souligner, c'est-à-dire que bon, il y a une raison pratique, il faut y aller pour gagner du temps, et puis forcer un peu le partenariat, susciter le partenariat, mais c'est aussi pour dire que les équipes, les accueils de loisirs et des crèches et du périscolaire, de mon point de vue, vous êtes parfaitement légitimes pour aller solliciter ces partenaires. Autorisez-vous à le faire. Vous êtes des éducateurs au sens large, vous connaissez ces enfants, vous êtes parfaitement légitimes pour le faire. J'ai eu beaucoup d'équipes qui disaient, mais moi, je ne vais pas appeler l'IME, c'est les professionnels du handicap, les spécialistes, voilà, presque à s'auto-censurer, quoi.
Eh bien, écoute, merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres remarques. J'attends un petit peu parce que je viens de mettre un petit message en disant que s'il y avait encore quelques remarques ou même des situations qu'ils vivaient au quotidien, ils pouvaient le dire dans le temps qui reste. Mais voilà, je crois que Sylvain, tu as été très clair Je suis en ce train de soir. relire le chat, parce que moi, je n'ai pas du tout Oui, regardé oui, le bien chat. sûr, vas-y, vas-y. Je regarde s'il y a des choses. Mais effectivement, si vous avez des remarques ou des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Est-ce qu'il serait possible que vous nous fassiez un retour d'expérience concrètement sur des situations de comment vous avez mis en place des choses? Ah ben, j'ai 278 exemples, si vous voulez. Ah, quelques-uns. Bah, Mais un ouais, ou deux, c'est pas bien mal. sûr. Là, maintenant, là? Si c'est possible. Ah, pourquoi pas, hein, à qui on va choisir? Est-ce que tu peux en faire un en 5 minutes? Ah oui, je le Faisable? vois. Alors, je vais prendre un compliqué, comme ça on va faire tout de suite. Je l'évoquais tout à l'heure parce que c'est la seule fois que j'ai eu cette situation. Petit garçon de 8 ans, sourd aveugle. Baptiste, pour ne pas le nommer. Baptiste, sourd aveugle, qui est fait de naissance, hein, donc effectivement, il ne voit pas, il n'entend pas, enfin, malentendant et aveugle, pour être précis. Il est scolarisé dans un établissement institut régionaux des jeunes sourds, et ça faisait très peur effectivement à l'équipe d'animation parce que Baptiste, d'abord, il ne verbalise pas, par contre, il fait beaucoup de sons, et parfois trop. Il crie vraiment très fort, il chante très bien, mais parfois il crie très fort, et ça faisait peur aussi aux autres enfants. Il a fallu, avec les parents de Baptiste et l'éducateur de l'établissement, mettre en place, on a travaillé sur le sensoriel, tout ce qui est du toucher, parce que lui, c'est son truc. C'est plaisir à Baptiste, et il a fallu expliquer ça aux animateurs, c'est-à-dire que les plaisirs de Baptiste, c'est pas de jouer au Lego ou au Playmobil, il n'est pas du tout là-dedans, son imaginaire n'est pas du tout en lien avec des autres enfants de 8 ans. Son plaisir à lui, c'est de sentir le vent sur ses joues, par exemple, de sentir le soleil, et puis les mouvements, la balançoire, le toboggan, des trucs un peu d'éveil sensoriel. Donc, l'ensemble des activités de loisirs, enfin l'essentiel était basé là-dessus. On va proposer à Baptiste et d'autres copains des activités qui reposent sur le sensoriel. Parce que ça, trifouiller des choses, de la pâte à modeler, des petites billes, aller dehors, se promener, toucher l'écorce des arbres, se promener dans la pelouse, avoir des sensations. Ça reposait beaucoup là-dessus. Et il se faisait beaucoup plaisir. On le voyait, il souriait, il chantait très bien. Après, pour ce qui est de la communication, on a clairement piqué, mais ils étaient volontaires, hein, la méthode de communication de l'établissement médico-social. Baptiste, clairement, il a devant lui une plaque en bois avec des cubes où chacun des cubes a un petit objet accroché dessus. Par exemple, il y a un cube où c'est comment on appelle ça, les frites de piscine en mousse. Donc, ils ont découpé un petit bout, c'est collé sur le cube. On prend la main de Baptiste, on lui fait toucher ce cube-là. Lui, il sent que c'est une mousse, ça veut donc dire qu'on va aller à la piscine. Chaque objet a un sens. On lui donne une petite cuillère, il sait, parce qu'on lui a appris, il déduit que là, c'est l'heure d'aller à la cantine. Donc, il n'est pas surpris quand on lui prend les mains, on le lève et on change de pièce. On lui fait toucher sa chaussure, ça signifiait pour Baptiste qu'on va aller dehors se promener. Voilà, des petites astuces comme ça, activité sensorielle musicale. Lui, il touchait beaucoup de choses, il prenait des objets comme ça, il tapait sur sa joue, il faisait caisse de résonance. Donc, ça a donné lieu pour Baptiste à des activités musicales, mais aussi pour les autres enfants. C'est-à-dire qu'on a utilisé les appétences de Baptiste pour faire une activité musicale pour les autres, avec percussion sur les cuisses, sur la joue, des choses comme ça. Donc, c'est des petits aménagements de rien du tout, hein. Ce n'est pas la révolution, hein. Mais de bon sens, qui étaient tout à fait en capacité pour des animateurs de se les approprier d'abord et puis de les mettre en place ensuite, qui ont permis à Baptiste d'être accueilli sur l'accueil de loisirs, dont les parents étaient très cool, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils disaient aux animateurs, non mais attendez, nous, on n'attend rien du tout de particulier, simplement, nous, on aimerait bien aller souffler les mercredis après-midi et on aimerait bien que Baptiste, il voit d'autres enfants. Point. Après, qu'il joue, on sait bien que Baptiste, il ne va pas aller jouer avec les autres enfants, on ne s'attend pas à ce que ça se passe, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et puis, il n'est pas malade, d'une part, il ne casse pas, il n'est pas plus fragile qu'un autre, rassurez-vous, nous, on est là pour répondre à vos questions. Ça a pris un certain temps, le temps de maturer ça pour les équipes, mais ils y ont vu leur intérêt. Donc, c'est un petit garçon voilà, sourd-aveugle, dont on pourrait penser a priori que l'accueil sur un centre de loisirs tout à fait ordinaire, en milieu rural par ailleurs, serait pas simple, mais ça c'est fait, et ça c'est bien fait. Donc ça existe. Voilà une petite anecdote. Merci Sylvain. Quelqu'un souhaite réagir?
Je vois le chat sur avez-vous des formations sur le handicap à conseiller justement. Il y en a plein, cherchez-les. Sachez que moi, j'interviens pour des animateurs encore puisque je suis formateur indépendant sur les questions d'handicap et d'inclusion. Donc, je me déplace sur les structures si toutefois vous souhaitiez bénéficier de certaines formations. Ça peut être une piste pour vous, mais il en existe plein d'autres. Et pour ceux qui ont participé à la visio, j'avais envoyé un mail aujourd'hui avec le lien. Je renverrai un mail aussi avec les coordonnées de Sylvain et aussi, si Sylvain m'autorise, le diaporama. Bien sûr. Pour que vous puissiez ensuite le contacter au sein de vos structures dans les jours ou les semaines à venir. Je pense que Sylvain, on peut conclure. Je vois des personnes qui disent déjà bonne soirée et plein de merci dans le chat. Ben oui, c'est l'heure d'aller à l'apéro pour tout le monde, j'imagine. Exactement, puis je pense qu'il fait très chaud dans toute la France en plus en ce moment. Donc ça mérite ça. Ouais. On est d'accord. Effectivement, allez vous hydrater, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Sachez que toutes les conférences, que c'est les questions qui reviennent tout le temps, à la fin des 4 conférences, elles seront toutes sur la chaîne YouTube du pôle d'appui de ressources handicap, donc disponible gratuitement en replay, mais seulement à la fin des 4. Et la prochaine visio, ça portera sur les troubles 10 et les TDAH. Donc voilà, pour la dernière. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et encore merci beaucoup Sylvain. À bientôt. Merci à vous tous. Merci de l'intérêt avec vous pour cette question. Bonne soirée. Au revoir.